Bonsoir tout le monde et bienvenue dans le live sur les animés sports de Cana. Merci à tous d'être là. Alors je vais d'abord check le chat pour savoir si vous nous entendez et vous nous voyez bien. Je vais faire des petits coups d'œil vers la droite puisque comme un vrai streamer maintenant j'ai un double écran et ça c'est top. Alors bonsoir, donc a priori c'est que ça fonctionne. Je vais attendre juste un peu plus, même si j'ai une grande confiance en toi prof Zouzou. Parfait, magnifique. Bah déjà, merci à tous d'être là ce soir. Donc, vous avez vu l'intitulé, on va parler des mangas de sport au global, puis après, évidemment, des mangas de sport dans le catalogue Kana. Et ce soir, je suis accompagné de Bruno Delacruz, qui est donc journaliste chez Animeland. Ben, merci à toi déjà, Bruno, d'être là. Merci à vous, Kana, et bonsoir à tous. Apparemment, quelqu'un voulait voir si tu avais un de tes maillots d'une équipe favorite, mais j'ai cru voir que tu avais un petit short sympathique. Mais donc, on va, du coup, pour le déroulé de l'émission, nous, on s'est fait un runner où on va vous parler globalement avec Bruno, comme je vous ai dit, d'un peu le manga de sport, comment ça marche, les grands représentants. On va aussi aborder la question, parce que, une question d'ailleurs qui me taraude aussi, c'est pourquoi ça marche pas tant que ça, et notamment en France, le manga du sport au global. Et après, on va vous présenter un peu tous les mangas de sport qu'on a, nous, dans le catalogue Kana. Donc il y en a certains que vous connaissez, typiquement Slam Dunk, qu'on va bien évidemment vous présenter, mais le but c'est quand même avant tout de vous faire découvrir quelques pépites. Donc on va quand même passer assez rapidement sur Slam Dunk pour aller sur les autres œuvres qu'on a du catalogue qui sont un peu moins connues. Et donc tout au long du live, vous aurez un concours où on fera gagner à 3 personnes le tome 1 d'une des séries qu'on présentera ce soir. Donc voilà, n'hésitez pas à participer. C'est Nathan qui a la technique au live, qui va gérer tout ça et qui vous répondra d'ailleurs sur le chat, sur le compte Édition Cana. Donc évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Moi justement, je vais check en même temps le chat pour essayer de vous répondre le plus souvent possible. Et évidemment, si vous avez des questions à Bruno aussi, n'hésitez pas. Il est là pour ça. Donc si c'est bon pour vous, on va commencer sur la thématique des mangas de sport. C'est bien, t'as des armoires qui se ferment derrière toi, ça m'a fait rire. Ouais, juste comme ça. Ça, c'est incroyable. Ouais, exactement. Un chat très obéissant. C'est le but des lives, hein, c'est de vous faire découvrir des nouveaux titres, hein, parce que du coup, on va pas vous faire 1 heure sur Slam Dunk. On suppose que si vous êtes là, c'est que vous aimez a priori les mangas de sport. Si vous aimez les mangas de sport, a priori, voilà, vous connaissez Slam Dunk. Hein, donc, alors non, il n'y a pas de calvitie ici. Enfin, excusez-moi, monsieur, mais il n'y a pas de calvitie. On va commencer du coup sur les mangas de sport et sur les plus grands auteurs. Donc évidemment, moi j'ai 2 représentants en tête. Je sais pas si tu seras d'accord avec moi, Bruno, et tu me diras ce que t'en penses. Mais a priori, pour moi, les 2 gros représentants du manga sport en France, parce que c'est peut-être pas pareil au Japon, mais c'est évidemment Captain Tsubasa, donc Olivier Tom, oui. qui est, je pense, quand j'étais petit, le plus connu, celui que j'ai commencé par découvrir comme la plupart des gens, je pense, et Slam Dunk, qui sont vraiment les 2 mastodontes. Au Japon, j'ai du mal aussi à voir si tu peux avoir un autre gros représentant qui. Tu peux avoir Major et Yawara en termes de vente et de popularité. Est-ce que tu en as d'autres, toi, en tête En réalité, c'est vrai que l'histoire du manga est intimement rattachée au sport. Pourquoi? Parce que les premiers magazines de prépublication au Japon, on est dans une situation où le Japon va mal, il faut faire rêver les lecteurs, il faut se reconstruire, il faut se relever, il faut que le pays se relève. Et en réalité, les premières stars qui figurent sur les magazines de prépublication, ce sont des stars du baseball notamment. Ouais. Donc déjà, ça crée un premier lien parce que les gamins ou même le grand public, si vous mettez, imaginez 2 secondes, Zinedine Zidane sur un magazine de prépublication de manga potentiellement en France ou de prépublication BD, ça attire l'œil tout de suite. Donc il y a vraiment eu des auteurs qui ont marqué cette époque et le genre du baseball a évidemment inondé les mangas de sport. Je ne vais pas faire un cours d'histoire, mais je citerai d'autres noms, effectivement. Des mangas comme Kyojin no Oshi, par exemple, qui est un manga de sport ultra important.
On peut aussi parler de Ashitanojo, Ouais, qui est aussi je viens de penser que je l'avais oublié justement. J'ai pensé sur Ashitanojo. Manga de sport. En fait, de toute façon, si vous voulez vraiment creuser dans le passé, il faut regarder les œuvres de Ikki Kajiwara. Et il fait partie des auteurs les plus importants parce qu'il amène le sport dans une dimension sociale. Il explique toutes les facettes du sport et ça c'est très fort. Et vous avez Shinji Mizushima aussi, qui est un immense auteur de sport de baseball. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a un décalage entre la France et le Japon. Et on a en fait des porte-drapeaux extrêmement différents, extrêmement segmentés entre le succès qu'il y a au Japon et le succès qu'il y a en France. C'est vrai que nous, il est arrivé par la télé, donc ça a créé déjà une différence. Oui, comme le manga au global, tu me diras, c'est avant tout la porte d'entrée de façon en France, ça a été Club Do et les animés avant le manga en tant que tel. Mais justement, tu dirais qu'au Japon, a priori, et moi de ce que j'ai vu, le manga de sport, ça a toujours eu une place importante, et même dans plusieurs magazines, il y a toujours eu cette volonté d'avoir au moins un ou deux mangas de sport. Donc que ça soit le Jump, mais surtout chez la Kodansha, si je dis pas de bêtises. Alors que nous, de notre côté, justement, surtout les classiques que tu cites, on n'en a pas forcément beaucoup, soit édités, mais plus vraiment disponibles. Mmh. Ce qui est pourtant assez bizarre parce que là, on arrive aussi sur le fait que ça ne marche pas forcément bien en France. On ne peut pas vraiment dire qu'on n'est pas un pays de sport. Je pense que c'est même plutôt le contraire. On se débrouille assez bien dans pas mal de sports différents. Je pense que c'est assez populaire aussi. Tout du moins, j'ose penser aussi populaire qu'au Japon. Donc, toi, ça serait quoi ton explication sur le fait qu'on ait vraiment un décalage de succès entre le Japon et la France? Parce que je suppose que c'est pas juste un problème de représentation. Enfin, il y a déjà eu des essais sur les mangas de sport qui n'ont pas forcément très bien marché en France. Et d'ailleurs, dans ceux qu'on va vous présenter aujourd'hui, voilà, c'est pas exactement. Je vois Ten qui nous dit que Prince of Tennis n'a pas si bien marché. Je te confirme que c'est pas Prince of Tennis, c'est pas le gros succès de chez Canin. Hein. Pourtant, le tennis, c'est le deuxième sport en France derrière le foot. Donc, a priori, on a quand même pas mal de clients potentiels. Mais voilà, c'est un décalage. Toi, tu aurais déjà un début d'explication de pourquoi au Japon ça fonctionne, pourquoi ça marche pas en France Alors, ça nécessiterait, c'est vrai, de plusieurs heures pour bien détailler la question. Je vais essayer de la diviser en deux parties. Déjà, je reprends un petit peu ce que j'ai dit. La lecture des jeunes générations, enfin des vieilles générations, et ceux qui ont découvert les magazines de prépublication manga, elle s'est faite aussi par des mangas de sport. Donc, c'est déjà inscrit dans l'offre culturelle, on va dire, de lecture, de reconstruction, d'accomplissement, de rêve. Voilà, on était dans une période d'après-guerre, une période de domination aussi américaine. Donc, on n'est pas dans juste la passion ou le divertissement. On est inscrit dans des parcours de reconstruction, on est inscrit dans des parcours initiatiques. Voilà, vous prenez des œuvres comme, je recite Ashitanojo, mais c'est pas juste quelqu'un qui veut devenir un super boxeur, c'est quelqu'un qui vit dans la rue, qui a pas de père, qui est un jeune délinquant, qui erre. Donc, déjà, ça, c'est inscrit. Ensuite, en France, même si on prend des titres qui ont super bien marché en termes d'anime de sport, les ventes de ces mangas qui en découlent, enfin, en fait, ne marchent pas super bien non plus. Donc, ce n'est pas juste la représentation qui compte. Après, si j'ai une réflexion un petit peu plus personnelle, moi, je suis un immense fan de football, vraiment. Je joue au foot depuis que j'ai 8 ans. Pour autant, j'ai pas Captain Tsubasa dans mon cœur. Peut-être que Captain Tsubasa n'apporte pas toutes les réponses que je rêverais d'avoir pour un manga de foot. À l'inverse, quand je tombe sur Slam Dunk, parce que j'ai une approche beaucoup plus réaliste, hyper technique, parce que je comprends vraiment toutes les nuances du basket, là, ça me met le pied à l'étrier. Et en tant que fan de sport, je retrouve une forme de réalité. Tu vois, Ouais. dans Slam Dunk, je me dis, ah ouais, là, je suis en train de lire l'histoire d'un mec qui a tout compris au basket. Alors que, voilà, quelque chose comme Captain Tsubasa, ça séduit peut-être, on est plus dans la dramaturgie, on est plus, tu vois, dans le cliffhanger, on est plus dans l'extravagance. Peut-être que nous, en France, on a besoin de choses un petit peu plus terre à terre, peut-être plus réalistes. On se dit pas, non, là, on va vraiment sur du fantastique ou de l'irréel. Peut-être qu'on a cette nécessité-là. Mais ça, c'est une réflexion juste personnelle. Lorsque j'ai fait une enquête sur cette question auprès de différents éditeurs, et en fait, ils avaient tous un petit peu
c'était tous un petit peu la même interrogation. Est-ce qu'on est vraiment prêt à investir dans des mangas où le manga ne représente pas, ou en tout cas le sportif ne nous représente pas. Tu vois? Ouais. Bon, moi par exemple, j'aime le foot, je suis Marseillais. J'ai peut-être besoin d'avoir une accroche un petit peu plus sentimentale avec l'histoire que je suis en train de vivre. C'était en tout cas l'une des réponses qui était donnée, tu vois. Peut-être que tous ces récits qui se passent au Japon, même si le sport est extrêmement universel et que les parcours sont universels, peut-être que j'aurais aimé avoir un attachement plus local, peut-être, à ces héros ou à ces équipes. Et puis on remarque aussi que les titres qui se défendent, parce qu'il y a quand même des mangas de sport collectif et des mangas de sport individuel. Et ça compte beaucoup, aussi. Aujourd'hui, lorsque vous prenez les mangas de sport du Jump, c'est presque avant tout des mangas du Jump avant d'être des mangas de sport. Ouais. Donc on retrouve le tsundere, donc on retrouve le petit phénomène, donc on retrouve celui qui est nul mais qui travaille vachement bien. Alors que parfois sur les mangas on va dire qui ne sont pas collectifs, ce sont des sports individuels, peut-être qu'on a une construction qui est moins caricaturale. Ouais, c'est moins codifié, quoi. Et moi, c'est ce qui me fait penser, enfin, lorsque j'ai relu Evil Earth, tu vois, je me suis clairement dit, ah oui, je pense que on est là-dessus, tu vois. Ouais. Donc voilà, peut-être un décalage d'ordre donc historique d'une certaine manière, et puis peut-être une question de formule aussi. Et moi, je pense que si Slam Dunk a bien marché, au-delà des immenses qualités de Inoue, c'est parce qu'il nous fait vraiment un manga de sport qui est ultra fin, ultra raffiné techniquement. Après, il y a de l'humour, c'est un monstre de dessin, mais c'est vraiment du basket, tu vois. Ouais, donc ça avant tout le réalisme. Et je suis plutôt d'accord sur les faits où j'aurais tendance à préférer aussi. Alors justement, je sais pas si c'est aussi lié à notre âge et sur le fait qu'on, entre guillemets, on n'est plus public shonen cible, ado, pré-ado. Mais c'est vrai que maintenant, typiquement entre un Slam Dunk et un Kuroko no Basket, alors que j'ai beaucoup aimé Kuroko no Basket, j'aurais tendance à aller vers Slam Dunk et plutôt conseiller Slam Dunk si quelqu'un cherche un manga sur le basket ou un manga de sport. Parce que j'ai tendance à penser que si vous voulez voir du vrai sport et du basket, ça sera plus Slam Dunk que Kuroko, où au bout d'un moment, ça part plus en... Voilà, ils voient l'avenir, tout ça, ils shootent de n'importe quelle partie du terrain. Même si dans les faits, par contre, Kuroko est ultra catchy, et c'est là où je rejoins ce que tu dis. C'est effectivement un manga du Jump, avec les codes du Jump, avec plusieurs persos qui reviennent, avant d'être un manga de basket, et finalement, en fait, tu aurais limite pu faire les mêmes personnages, avec à peu près les mêmes pouvoirs, dans un autre sport que le basket pour Kuroko, quoi. C'est... Mais du coup, malgré tout, tu vois, j'ai quand même toujours du mal à comprendre pourquoi ça n'a pas eu tant de succès que ça en France. Parce que du coup, pour vous mettre dans l'idée, quand on dit pas tant de succès, c'est-à-dire qu'il y a des mangas sport qui ont très bien marché, mais dans l'idée, je pense qu'historiquement, il y a jamais eu de manga de sport dans le top 20, dans le top 30 pardon, des séries les plus vendues sur le marché français du manga. Quoi, là. Enfin, même Slam Dunk, à ses plus belles heures, n'a jamais atteint un top 10 ou un top 20 annuel. Donc c'est vraiment, il y a vraiment un décalage entre les ventes, on va dire, d'un shonen classique ou d'un seinen classique sur un manga de sport. Et j'avoue que c'est toujours une question que je me pose. Je me demande aussi si le fait que sur un manga de sport, on part souvent sur une tomaison assez élevée, ça joue pas mine de rien, parce que quoi qu'il arrive, on est souvent entre 30 et 40 tomes, parce qu'en fait, quand on les lit, on voit que ça va très vite. Hein. Moi, dans Slam Dunk, finalement, t'as pas non plus tant de matchs que ça. Dans Prince of Tennis, ça va assez vite aussi. Donc, au final, en fait, tu as lu 30 tomes, tu as fait 1 ou 2 tournois. Et je pense que c'est presque plus parce que c'est intéressant la périodicité, mais limite, si on lisait les chapitres chaque semaine, si on avait l'offre légale de chapitres chaque semaine et que c'était le truc qu'on lisait sur notre chemin pour aller à l'école ou pour aller au boulot ou autre, peut-être qu'on aurait eu des résultats différents, tu vois. C'est pas tellement le fait d'avoir un nombre de matchs ou pas. C'est vrai que dans Slam Dunk, même la temporalité est extrêmement resserrée. Il y a très peu de temps qui coule dans Slam Dunk. Il y a même la fin qui se passe en quelques minutes. C'est d'ailleurs un grand tour de force de la part de l'auteur. Donc voilà, peut-être que tu vois, si on avait, parce que ça s'y prête hyper bien, c'est presque un match par semaine, les combats dans les sports de combat,
ça va très vite. Et même si on étend un petit peu le sport, parce qu'on peut parler aussi des mangas comme par exemple Hikaru no Go, tu vois, qui sont aussi des mangas de sport dans d'autres disciplines, ben peut-être qu'on a besoin d'enchaîner chaque semaine un chapitre, ou tous les 15 jours, ou tous les mois, et non pas peut-être des tomes, c'est vrai, à rallonge. Après, on sait que il y a des titres de sport qui se vendent, qui commencent à bien se défendre. Et peut-être qu'aujourd'hui, dans cette bulle un petit peu spéculative du marché du manga, avec des sports qui sont hyper variés, c'est-à-dire que maintenant il y a quand même une offre en termes de sport, on a du rugby, de l'escrime, etc., etc. C'est bien, voilà, c'est bien, ça gonfle la proposition et peut-être qu'on aura des communautés. Peut-être que c'est aussi à nous après. Là, c'est aussi mon travail en tant que journaliste et je parle aussi au nom d'Animeland. Peut-être qu'on doit créer des passerelles entre les clubs de sport. Il ne faut pas oublier qu'au Japon, il y a des clubs de sport qui sont quand même vachement plus présents que chez nous aussi. Et peut-être que voilà, il y a un travail à faire plus pédagogique, où le sport, c'est pas uniquement un divertissement, c'est le respect de l'autre, c'est le respect des règles, c'est entretenir son corps, c'est le travail invisible, le travail mental, la pression, etc. Donc, tu vois, peut-être l'englober, parce que oui, on est un pays de sport, mais peut-être que c'est plus sur le tard, tu vois. Donc, peut-être un travail à faire plus jeune pour essayer voilà, de nous guider. Je suis persuadé qu'il y a des super récits initiatiques. Et Heart, ça mérite clairement d'être dans les écoles, tu vois. Moi, je le pense, hein, en tout cas. Okay. Parce que c'est. Bon, on en reparlera un petit peu plus tard, mais il y a tout un contexte vachement éducatif, en tout cas, j'ai l'impression. Ok. On va pas tarder à finir et à passer sur le hors-série d'Inis, donc que Bruno pourra nous présenter. Mais avant ça, c'est vrai que je voulais rebondir sur ce qu'avait dit Prof Zouzou, parce que pareil, ça allait un peu dans le sens du... J'adore les mangas de sport. Enfin, voilà, on se connaît avec Bruno, donc on sait tous les deux qu'on aime le sport, en particulier le foot, mais aussi les autres sports, et on adore les mangas de sport, et c'est vrai que ça a quand même cette faculté à... Enfin, moi, je sais que quand j'ai lu le Slam Dunk, je bitais absolument rien au basket, pourtant, à la fin, j'étais à deux doigts d'aller acheter mon maillot de Shohoku, quoi. Et c'est un peu pareil avec tous les mangas de sport. Tu peux lire un truc sur le volley comme IQ, tu peux regarder un truc sur le baseball, tu peux regarder un truc sur la boxe, même si t'es pas du tout friand ou client du sport à la base, ça a quand même cette faculté à t'attraper à un moment et à te tenir en haleine et à te faire continuer la série assez dingue. Et je trouve un peu plus que la moyenne du manga d'aventure classique. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Là, sur Prince of Tennis, alors le tennis, je connais de loin, je regarde de loin, juste quand le top 4 joue, quoi, tu vois. Mais sur Prince of Tennis, je suis comme un fou dès que l'autre il fait des revers de l'univers et de l'espace. Enfin voilà, tu suis quand même la série, c'est assez exceptionnel. Est-ce que toi, ça te fait le même effet? Et est-ce que tu saurais expliquer pourquoi en fait ça accroche comme ça? Est-ce qu'on en revient au code qu'on s'était dit tout à l'heure où c'est un manga de sport, mais ça reste quand même avant tout un manga et au final, tu as des codes qui sont plus ou moins placés et qui te permettent de t'accrocher et quand tu termines un tome de Slam Dunk, t'es en plein milieu du match, donc forcément t'as envie d'aller savoir la suite, donc bah, t'enchaînes. Ou est-ce qu'il y a vraiment un truc en particulier sur le manga de sport qui fait que tu te retrouves embarqué en fait dans l'aventure? Ouais, va y avoir une réponse un peu, j'enfonce une porte ouverte. C'est vrai qu'il y a quand même la qualité de l'auteur qui va énormément jouer. Et sinon, tous les titres de sport seraient au même niveau que Slam Dunk. C'est vrai que quand on parle de Slam Dunk, on parle quand même de voilà, globalement ce qui se fait de mieux. Mais c'est vrai que le sport, que ce soit sur les cours, sur les terrains ou en dehors, il y a toujours une confrontation parce que le sport, on dit en général, c'est être le plus fort en immeuble, ensuite c'est être le plus fort de sa rue, ensuite être le plus fort de son quartier, ensuite être le plus fort de sa ville, ensuite de son équipe, etc. Et donc dans le sport, tu es tout le temps confronté à ça. Il y a toujours des mecs plus forts que toi, mecs ou filles hein, d'ailleurs, parce que voilà, il y a des mangas qui sont parfaitement mixtes. Donc c'est quelque part typique du shonen version Jump, parce qu'il y a toujours un adversaire plus fort, donc il faut devenir meilleur. Mais on utilise énormément son cerveau aussi. Donc, il y a un truc feuilletonnant où le doute s'installe, la défaite, elle est beaucoup plus récurrente aussi, la défaite dans les titres de sport, parce que sinon, les mecs, ils sont tout de suite, entre guillemets, champions du monde. T'as pas d'histoire. Tu vois donc, il y a toujours cette question-là, et puis il y a la place toujours d'un peu de l'entraîneur. Quand vous êtes dans les mangas collectifs, il y a une cohésion de groupe il y a une énergie, en fait, il y a une dynamique d'équipe qui est beaucoup plus présente.
même si on prend de très grands shonen et que de baston et que ce sont des groupes qui se battent, ils se battent pas toujours constamment tous ensemble. Alors que dans le sport, automatiquement, eh ben voilà, une équipe de basket, eh ben il y a toujours une dynamique d'équipe. Donc il se passe toujours quelque chose en fait dans un manga de sport. Et après il y a des degrés aussi de violence différents qui fait que ben on s'attache parce que tu as le mec qui veut devenir le plus fort de son quartier, tu as celui qui veut devenir le plus fort pour sauver sa mère qui est malade. Donc ensuite, il y a de la dramaturgie aussi qui s'installe. Voilà, mais je dirais pas que c'est inhérent au sport. Je dirais que par contre, il y a beaucoup de composants qui font que tous les tomes sont riches et que à chaque chapitre, c'est vrai qu'il se passe un truc. Parfois, c'est très loin du ring ou du court ou du terrain, mais régulièrement, ce sont des mangas qui sont bien remplis. Et d'ailleurs, on voit que les séries qui sont les moins intéressantes sur la durée sont celles qui sont ultra répétitives. Au final, Slam Dunk, alors oui, intrinsèquement, ce sont à chaque fois des matchs de basket, mais il y a une telle diversité dans les problématiques des matchs qu'on comprend un truc en plus. C'est-à-dire un coup, ça va être la qualité d'un personnage d'être au rebond, un coup, ça va être la capacité de faire jouer les autres, un coup, ça va être d'accepter de ne pas recevoir la balle pendant quelques secondes. Un coup, donc tout ça fait que le sport, c'est tellement riche qu'on est toujours face à de nouvelles situations. Donc ouais, je pense que pour le coup, c'est bien loti. On y reviendra de toute façon sur Slam Dunk, mais tu as aussi ce truc de l'évolution du personnage, quoi. Tu commences pas tout de suite avec un crack de son sport, et de fait, tu vas commencer à suivre aussi son évolution à chaque match. Donc c'est sûr que forcément, déjà de une, ça permet d'identifier quand toi tu connais pas le sport, parce que de fait, c'est dans pas mal de mangas, c'est ce qui se passe, mais qu'en fait termine dans le sport, alors que vraiment totalement par hasard. Et donc c'est plus simple aussi d'identifier, de suivre son évolution et d'apprendre en même temps les règles que lui, quoi. Ouais, parce que c'est presque un manga de Furio avant d'être de sport d'une certaine manière, mais on y reviendra. Ouais, et du coup je vais te laisser enchaîner sur le livre d'Inis, donc que vous avez fait sur le sport. Si tu veux nous en parler, si tu veux nous présenter un peu ce que vous avez fait, tout le travail autour du bouquin. Comme par hasard, je l'ai là. Comme quoi, ça c'est incroyable ça. Quel professionnalisme. Avec une silhouette quand même difficile, on se demande vraiment d'où elle vient. Donc c'est un bouquin, alors en fait il y a deux choses. Il y a ce bouquin qu'on a sorti chez Ennis qui est écrit par une journaliste Buntavi Suvile. Et en fait elle vous propose de revenir sur donc l'histoire un petit peu de la relation manga-sport, comme je l'ai un petit peu évoqué en début d'émission. Et ensuite vous avez un découpage qui est vraiment par discipline, par auteur aussi. Donc voilà, on revient sur évidemment le baseball parce que c'est ultra important au Japon, mais aussi le foot, la boxe, les combats de sport, les mangas de sport, les mangas du style Ikaru no Go aussi. Donc voilà, ça vous permet de comprendre la naissance du manga de sport, mais aussi d'avoir, je dirais, les clés de compréhension les plus utiles et les plus essentielles pour savoir qui sont les auteurs phares, comment ça se fait qu'on a tant de variétés aussi en termes de manga de sport, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un marketing et qu'au Japon, on est très fort pour marketer et pour aller chercher aussi des cibles de lecteurs, de lectrices. Donc voilà, en tout cas, ça c'est une première étape. Et il y a une deuxième étape qui est l'Anime Land numéro 235, qui est réuni là dans cette situation-là, je dirais les mangas et animes de sport, mais avec, je dirais, des utilités très différentes. Vous avez les classiques, mais vous avez les sports what the fuck ou les sports complètement réinventés. Je pense par exemple dans Cobra, vous avez un genre de baseball et de rugby qui se mélangent. Donc voilà, une histoire de proposer un petit peu tout le panel que l'animation japonaise a pu avoir, ou même les mangas ou les animes de sport mécanique, il y en a énormément. Tous les animes sur les courses futuristes. Donc voilà, il y en a un paquet. Ça marche. Mais du coup, instant promo, on le retrouve où On le retrouve où, Bruno? Donc, nous, on est en kiosque et en librairie. Vous pouvez aussi commander vos numéros et vous abonner sur notre boutique en ligne d'Animeland ou de Inis Édition. Ce sont deux sociétés sœurs, on va dire. Et voilà, donc merci à ceux et celles qui nous soutiennent. Ouais. Et du coup, vous avez le lien qui a été balancé dans le chat si ça vous intéresse. Mais s'il vous plaît, allez voir après le live. Restez avec nous.
Et on va commencer du coup par le catalogue, donc chez Kana, sur les mangas de sport. Donc évidemment, on va commencer par Slam Dunk, mais comme je vous l'ai dit, on ira rapidement, hein, parce que de fait plutôt connu, et en plus on en a déjà pas mal dit dans l'intro. Mais tout d'abord, c'est Nathan va vous passer un petit trailer de Slam Dunk. Donc Nathan, si tu m'entends, tu peux envoyer le trailer. Donc normalement, vous avez tous vu le trailer, on est de retour du coup pour vous parler de Slam Dunk. On va vous faire rapidement le pitch quand même pour les rares qui pourraient ne pas connaître sur le chat. Mais en gros, on va suivre Sakuragi, qui est un grand gaillard qui aime bien la baston et qui aime bien se bagarrer, qui va un jour tomber amoureux en fait d'une demoiselle et va se rendre compte que le frère de cette demoiselle adore les basketteurs et a son grand frère en plus qui est capitaine de l'équipe dans le lycée où il est. Et donc pour l'impressionner, il va se mettre au basket et finalement tomber dedans assez rapidement. Donc c'est comme on vous l'a dit au début, c'est vraiment là, Sakuragi est totalement débutant, on connaît pas du tout le basket. Évidemment, il a quand même un talent naturel, on va dire. De par sa carrure, il va être plutôt bon sur un pan en particulier du basket. Voilà, je ne vais pas trop en dire au cas où pour pas spoiler. Et vous allez suivre du coup toute l'équipe de Shohoku dans les tournois, l'évolution de Sakuragi, mais l'évolution de tous les membres de l'équipe, parce qu'évidemment, il va se passer pas mal de choses dedans. Et c'est évidemment dessiné et scénarisé par Takehiko Inoue, qui est un monstre absolu. Enfin, pour ma part, en tout cas, sûrement un des meilleurs, je trouve, au dessin, qui est fantastique et qui, à la base, c'est important de le préciser parce que je trouve que ça se ressent dans Slam Dunk et surtout quand vous connaissez pas le sport, c'est un fan vraiment de basket à la base dans la vraie vie et il a toujours voulu faire un manga de basket. Du coup, quand vous lisez Slam Dunk, vous avez vraiment aussi cette envie de sa part de transmettre aussi le basket. À chaque fois, il va revenir des fois sur les règles, il va vraiment vous expliquer, vous n'allez pas être paumé en fait quand vous avez l'air Slam Dunk et que vous connaissez pas le basket. Et du coup, ça rend l'expérience globale vraiment encore plus sympa, quoi. Donc ça, c'est vraiment un gros plus aussi. Donc Slam Dunk, on en a déjà pas mal parlé, Bruno, mais qu'est-ce que tu peux nous dire? T'as kiffé, t'as pas kiffé? Évidemment, ça fait partie des meilleurs titres qu'il y a qui est en France, très clairement. Je suis pas d'accord avec la formule, c'est plus que du sport, parce que le sport est quelque chose d'immense, mais on a vraiment la dimension de chef-d'œuvre, dans le sens où qu'est-ce que c'est un chef-d'œuvre? Il y a évidemment la qualité intrinsèque, mais il y a l'influence. Et juste pour vous resituer, on parle de Slam Dunk. C'était un titre qu'on appelait, qui était membre du Big 3, du Big 3 pour être tout à fait exact. Donc, avec des petits titres comme Yu Yu Hakusho ou Dragon Ball. Donc, déjà, ça permet de vous situer l'importance du manga. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'on est à plus de 100 millions d'exemplaires vendus. J'ai plus les chiffres en tête, mais en tout cas, en gros, c'est le meilleur, enfin, c'est le manga de sport le plus vendu de tous les temps, pour le moment, hein. Peut-être qu'un jour, quelqu'un viendra le détrôner, mais voilà. La date, il n'y a pas mieux pour le moment en termes de chiffres, voilà. Donc effectivement, ça pèse. Voilà, il y a déjà ça, et en plus, on est sur 31 volumes. Donc c'est parfois peu en comparaison avec certaines séries au Japon. Et puis c'est une publication de 5 ou 6 ans si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Donc déjà ça vous installe ça. Ensuite évidemment personnellement j'adore parce que la très grande force de Slam Dunk c'est que c'est à la fois très didactique. Effectivement même si on comprend rien au basket. Moi honnêtement j'avais quelques bases mais je suis pas un grand spécialiste. Mais on va tout comprendre. Et en fait, on va à la fois comprendre la théorie, c'est-à-dire c'est quoi un meneur de jeu, c'est quoi je dis n'importe quoi, c'est quoi un shoot à 3 points, qu'est-ce qu'une faute, c'est quoi les règles, c'est quoi un marché, qu'est-ce qu'on peut faire avec le ballon ou sans le ballon. Et à la fois, on va aller dans le détail,
c'est-à-dire le ressenti d'un joueur qui va hésiter à à tenter une passe risquée, qui va casser les lignes, est-ce qu'un joueur va prendre la responsabilité d'un dernier shoot? On a beaucoup de plans où on est à la place du joueur et on comprend que le partenaire qui est démarqué, finalement, ça va être compliqué de lui filer. Et ça, c'est un truc en termes d'immersion. Takehiko Inoue réalise vraiment pour prendre un terme à la mode, une masterclass parce qu'on est vraiment dans la peau du basketteur. On est dans la peau de celui qui doute, on est dans la peau du phénomène pour qui tout est un peu facile. On est dans la peau de celui qui était très fort au basket, mais qui a eu une grave blessure au genou, qui galère un petit peu à revenir, qui a aussi besoin des autres. Et Sakuragi, alors qui est très marrant, qui est vraiment en plus. Ça, c'est une force, hein. Enfin, mine de rien, moi, je m'y attendais pas quand je l'ai lu à l'époque. Parce que déjà de base, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est presque limite au début plus un manga de Furio, et quand tu vois le design, tu t'attends pas à ce que le mec en fait te fasse rire. La plupart des pages, tu les passes et tu rigoles, quoi. Parce que c'est un clown gentil, quoi, un peu le Sakuragi. C'est vraiment, ça fait. Je suis pas forcément un marrant devant les titres, même les titres de comédie, tu vois, ou les gags manga. Mais Slam Dunk, ça fait vraiment super rire parce que lui, il est très touchant parce que parfois, tu as l'impression qu'il est un peu bené, il est un peu brut de décoffrage, mais quelque part, il croit aussi en lui. Et puis, au final, dès qu'il arrive au milieu de tous ces phénomènes, c'est pas si facile, tu vois, parce que tu tombes toujours sur plus fort que toi. Et après, il a un coach qui est très spécial, le coach, qui voit son potentiel, mais qui voit aussi sa marge d'erreur et qui est capable aussi de lui dire quand il fait n'importe quoi. Donc, ça amène vraiment des situations qui sont très drôles parce que voilà, il fait parfois des boulettes, parfois dans des moments même où la tension est immense. Donc, non, c'est un grand titre. Clairement, il faut en tout cas essayer Slam Dunk. Parfois, on peut ne pas tomber amoureux du titre, mais c'est clairement un titre à essayer. Et puis, c'est quelque chose qui est fait avant Vagabond. Donc, si vous vous intéressez en plus aux auteurs, à la façon dont ils ont évolué, que ce soit le trait ou en termes de storytelling, d'histoire, c'est important donc de suivre les premières œuvres. Et une dernière chose que je dirais là-dessus, même si plus tard on parlera de Reel, qui est très intéressant, c'est que c'est aussi un titre hommage, Slam Dunk, dans le sens où, comme c'est quelqu'un qui connaît, il a aussi piqué, mais c'est pas une question de plagiat, c'est une question d'hommage, quelques poses, des images très fortes de la NBA, voilà, et ça cite du Shaquille O'Neal, du Charles Barkley, du Jordan, etc. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé là-dessus aussi. On dit qu'au Japon, ça a explosé le nombre d'adhérents ça a fait exploser en tout cas le nombre d'adhérents au basket. Et donc voilà, c'est littéralement un chef-d'œuvre qui a influencé son époque, qui a super bien vieilli parce que même encore aujourd'hui, il n'y a pas mieux, à mes yeux en tout cas. Et techniquement, en termes de dessin, d'immersion, vraiment, vous avez l'impression d'être sur le parquet, c'est incroyable. Ouais. Et je rajouterais même en plus que ça va crescendo, je trouve, dans la série. Alors c'est aussi parce que Sakuragi devient meilleur et donc tu as l'impression qu'il fait beaucoup plus et qu'il est beaucoup plus utile sur le terrain. Mais le dernier match, c'est vraiment incroyable. Dans chaque page, tu es là et tu te dis, c'est incroyable. Alors évidemment, tu as forcément des fois des retournements de situation et tout, où tu te dis, waouh. Et en plus, le dernier tome termine sur une double page où personnellement, si je peux l'imprimer en grand A3 et l'encadrer chez moi, je le fais demain, quoi. D'ailleurs, je vais peut-être essayer d'en parler là, chez Kana. Je connais les gens, donc on va voir si, on va voir si on peut s'arranger, quoi. Mais donc Slam Dunk, en gros, c'est vraiment essayer de le lire. Si vous accrochez pas, mais essayez de le lire déjà parce que c'est top. Essayez de le lire aussi parce que, comme Bruno l'a dit, c'est Inoue. Et Inoue, c'est quand même pas n'importe qui non plus dans le monde du manga, donc ça mérite au moins qu'on essaye et qu'on s'y attarde. Et il y a quand même de très grandes chances, a priori, que vous accrochiez à la série parce que c'est vraiment incroyable, quoi. Et oui, je vois qu'effectivement, Ten aussi est chaud pour avoir le poster. On va peut-être faire un truc, quoi. Mais du coup, pour terminer, Slam Dunk, c'est instant promo toujours, mais évidemment, c'est toujours disponible chez nous. Donc avec la Star Edition qui est en 20 tomes et qui est finie. Donc là, si vous voulez commencer, vous avez l'intégrale, vous pouvez y aller. Voilà, topissime, foncez. Et pour la transition, ça va être cool parce qu'on va enchaîner avec Reel. Donc on en a un peu parlé, mais qui est donc
l'autre manga de basket de Takehiko Inoue, puisqu'on a dit que c'était un fan, évidemment, il s'est pas arrêté après Slam Dunk et il a fait Real, qui est toujours en cours avec 15 tomes chez nous actuellement. Le 15e est sorti là, à la fin de l'été. Donc on en reviendra aussi parce que malheureusement, le problème de Inoue sur les dernières années, que ce soit pour Real ou pour Vagabond, c'est qu'il a un rythme assez compliqué de publication et de parution. Mais Real, alors, de quoi ça parle? Vous allez suivre un lycéen qui est fan de basket, qui va vouloir en faire. En fait, vous allez suivre plusieurs personnages dans Real, dont un qui est notamment un très bon basketteur et qui va avoir un accident et qui va devenir handicapé. Et un autre mec qui est fan de basket, mais qui est pas si bon que ça et qui va tout faire pour essayer de revenir dans le game, on va dire. Et vous allez suivre en fait des évolutions parallèles entre celui qui est devenu handicapé, qui est donc en pleine rééducation, qui pense à évidemment totalement abandonner le sport, mais qui va découvrir qu'en fait le handi-basket, je pense qu'on appelle ça comme ça, existe et donc va peu à peu retrouver le goût, déjà aussi à la vie, parce que évidemment vous vous doutez bien que s'il y a le thème du handicap, c'est que la lecture de Real, c'est pas toujours facile. Et va essayer du coup de se mettre en handi-basket. Et à côté, vous avez. Alors, j'ai plus le nom du héros, je sais pas si tu l'as. Le chevelu. Nomiya, non? C'est pas Nomiya. Ah, c'est peut-être ça. Attends, je vais voir si. Qui est lui, du coup, que vous avez sur la couve. C'est ça, c'est Nomiya. Ouais. C'est Nomiya, du coup, qui va aussi lui tout faire pour revenir dans le basket, essayer de se remettre en forme. C'est gros. Grosso modo, moi, je vois ça comme Inoue qui revient vers le basket déjà parce qu'il adore ça, et une série où là, tu es en plein dans le émotion sentimentale, mais pas dans le mauvais sens du terme en fait, où c'est vraiment... T'aimais pas tout à l'heure la citation plus que le sport, mais là, de fait, tu suis des mecs qui kiffent le basket et qui vont vraiment tout donner pour le basket, mais à un point où c'est de l'acharnement. En même temps, ce que le basket va leur rendre dans leur vie, c'est assez fou aussi parce que on va essayer de pas trop vous en dire, mais mine de rien, le basket va sauver certaines personnes et le handi-basket notamment va sauver certaines personnes dans la série. Où en fait, s'ils n'avaient pas ça, les mecs auraient sombré dans le désespoir parce que vie brisée du jour au lendemain à cause d'un accident. Donc c'est vraiment une série plus mature en fait que Slam Dunk parce que même si on reste toujours sur des phases drôles, parce que voilà, il y a toujours un peu d'humour dans le manga, on n'est pas tout le temps. En même temps, on peut pas non plus toujours être dans le noir, et dans la série, on n'est pas du tout toujours dans le noir vis-à-vis des situations des héros. Donc Real, c'est vraiment particulier, c'est pareil, ça vaut vraiment le coup d'œil, parce que, déjà parce que comme d'hab, c'est Inoue, donc les dessins là sont top. C'est Inoue en plus un peu plus âgé, donc évidemment avec un trait un peu plus mature, qui est vraiment top. Et c'est une expérience, moi je trouve Real quand même, c'est fort, on va dire. Je sais pas ce que t'en penses toi Bruno, sur la série. Bon, déjà, c'est dans le titre. Ouais. C'est vrai. Et ça, c'est assez fort. Déjà c'est-à-dire que pour moi, Real, on n'est plus dans le didactique. Slam Dunk, c'était une porte d'entrée aussi au basket. C'est une introduction au basket. Ouais. On apprenait le basket. Là, dans Real, on n'apprend plus le basket. Bien sûr, il y a toujours des matchs de basket, mais on n'est pas là pour te dire, en gros, comment jouer. Il y a une façon de jouer qui est différente d'une certaine manière avec le handisport, mais c'est presque au second plan. Parce que pour compléter un tout petit peu la présentation, le héros a eu un accident de moto. Il était avec une fille. Avec sa copine. Et c'est une fille qui venait un petit peu de draguer. Et cette fille se retrouve, du coup, elle finit en fauteuil roulant. Et lui n'a rien. Donc, il y a aussi toute cette, comment on peut appeler ça, culpabilité du héros qui est. Et puis surtout, c'est pas du tout un manga ouin-ouin. On a, je me souviens encore la première fois quand j'ai commencé Real, vous avez le héros qui va faire un combat, qui va faire un match, un duel contre donc l'un des personnages principaux, qui est en fauteuil, et il dit ouais, et donc il perd, il dit ouais, mais toi t'es avantagé, t'as ton fauteuil. Et le mec il est là, il dit et je suis avant. Ah, comment ça, je suis avantagé avec mon fauteuil? Et du coup, il essaye aussi de prendre un fauteuil, et effectivement. Donc il y a une énergie entre les deux qui est énorme. Et ouais, Real, ça pose des questions effectivement de vie, de reconstruction. Abandonner une passion, c'est quelque chose de très compliqué.
Revenir et essayer d'être le plus fort dans ce qu'on aime, c'est très compliqué aussi. Effectivement, on est dans une autre catégorie que juste la découverte d'un sport. Donc ouais, ça fait partie des meilleurs titres du moment, hein, voilà, très très clairement. Oui, donc je suppose que tu as kiffé avec tout ce que tu dis. Ouais, j'adorais. Non, mais c'est vrai parce que je pense que c'est utile en plus de d'abord lire Slam Dunk, très ouais, je suis honnêtement. d'accord. Parce que comme ça, vous avez un petit peu tous les outils globaux sur le basket et tout. Et puis ensuite, vous arrivez et puis les matchs sont toujours très bons, c'est pas ça, mais c'est surtout le profil des personnages. Comment est-ce qu'on aborde ce handicap? Inoue, il fait jamais le lourd en plus avec ça. Il n'est pas là pour te tirer les larmes, pour te faire pleurer parce que quelqu'un a perdu l'usage de ses jambes. De facto, c'est quelque chose de très grave et de très triste. Donc, il souligne pas ça. Et regarde, tu as vu comment c'est triste? Non, c'est des personnages qui se relèvent. Il y en a qui ont plus de mal. C'est des personnages malins. Non, franchement, c'est impressionnant. Et puis les couvertures sont magnifiques. Ouais, c'est vrai que les couvertures sont belles. Et c'est aussi l'occasion de découvrir, mine de rien, parce qu'on reste dans le basket, mais on passe dans le handi-basket. Et alors, les lumières s'éteignent, pardon, dans mon bureau. J'ai l'impression qu'on me. Ok, on va continuer le live. C'est ma part sombre qui se réveille. Mais oui, c'est Reel, en fait, on découvre aussi le handi-basket, donc qui est évidemment très proche du basket, mais totalement aussi un autre sport par la même occasion. Et c'est aussi, comme tu disais, c'est là où ça m'a marqué, il n'est pas là pour tirer les larmes, c'est que quand tu vas lire les joueurs de handi-basket, quand tu vas regarder le match de handi-basket, en fait, tu regardes un match de sport. Et les mecs sont là pour se foutre sur la gueule, les mecs sont là pour se trash talk, les mecs sont là. Enfin, à aucun moment on va dire faut y aller moins fort parce qu'il est handicapé. Non. C'est du sport et donc là ça reprend. En fait, ça reprend ce qu'est le sport et vraiment le combat, la victoire, tout ça, mais dans une condition qui est forcément pas la même que si tu jouais du basket normal. Mais par contre, c'est pas pour ça. Et même dans son dessin, c'est pas pour ça que lui, il y va plus doucement ou le trait est plus doux. Non. C'est tu fais un match dans du basket et ça se castagne. Quoi. Il faut se souvenir que donc l'un des deux protagonistes principaux se barre de son équipe parce que justement les autres gars de son équipe, ils sont là pour faire du sport, voilà, histoire de allez, on oublie un peu notre condition entre guillemets. Lui, il est là, il dit handicapé ou pas handicapé, moi je m'en fous, moi je veux gagner, moi je veux être le meilleur. On n'est pas là pour sourire après une défaite. Et ça c'est fort. Il y a des personnages qui sont vraiment admirables. Et Inoue a fait un gros travail, quelque part, de documentation aussi là-dessus. Ouais. Et ouais, il y a même des choses d'une véracité assez puissante. Je pense à ce personnage qui devient, je crois que c'est même très rapidement, peut-être dans le tome 2, qui devient handicapé, qui est là dans l'hôpital, tout nu, et il se dit, putain, voilà, je viens de me chier dessus, je sens plus rien, qu'est-ce qui se passe? Donc il nous fait de quelqu'un qui vient d'être accidenté, avec la douleur aussi de la famille, mais c'est pas entouré en rouge, c'est juste montré, parce que ça doit être montré. Donc, ouais, vraiment très très fort à tous les niveaux. À chaque fois que je lis un nouveau tome de Reel, je me dis, putain, je sais pas si je préfère pas Reel à Slam Dunk, alors que bon, tu vois, pas lieu d'être de comparer, mais humainement, ça a peut-être un peu plus de portée humaine, je dirais. En fait, c'est là où je te rejoins, c'est que Reel, je pense, me prend plus au trip, mais dans la façon où quand tu lis vraiment le manga en fait qui va te toucher et où tu dis ouais en fait j'ai envie de dire en fait le manga dans le sens noble du terme où quoi, tu ressens vraiment, tu lis des trucs, tu vois des trucs, ça va te marquer, tu vas y réfléchir quand même pendant plusieurs jours à te dire, enfin c'est une expérience quoi, où vraiment tu dis qu'est-ce que je viens de lire quoi, tu te poses des fois les questions, c'est là où Slam Dunk tu restes quand même dans le divertissement qui est fait à son paroxysme, parce que c'est, comme on l'a dit, c'est incroyable, mais tu restes quand même dans un truc de divertissement où tu es dans un match où tu vas tourner les pages, tu vas être à fond dedans, mais comme peut le faire d'autres très très bons mangas, quoi. C'est la différence que je mettrais avec Reel aussi, et c'est peut-être là aussi où, c'est peut-être aussi pour ça qu'Inoue a fait Reel, parce que je pense que dans son idée, il voulait pas refaire un manga à la Slam Dunk, mais faire un truc plus mature, plus profond, avec d'autres thèmes plus graves, mais voilà, abordé de façon toujours ultra réaliste, hein, parce que c'est là aussi où tu as raison de le souligner. On voit tout, en fait, on voit toutes les étapes, on voit la vraie vie d'un mec qui devient handicapé, en fait, et tous les aspects
à côté auquel on pourrait pas penser, auquel on s'imagine même pas en fait, parce que tant que tu le vis pas, je pense pas que tu puisses l'imaginer. Et là, tu l'as dans Reel de façon sans fioriture quoi. C'est vraiment, il le montre comme tu dis juste pour te le montrer parce que ça doit être montré, mais il va pas le mettre. Regardez comment c'est triste, tout ça. Donc ouais, Reel, je le conseille. Comme toi, je pense qu'effectivement, c'est pas obligatoire. Hein. Vous pouvez lire Reel sans avoir lu Slam Dunk, mais dans la logique d'Inoue, c'est quand même pas mal d'avoir lu Slam Dunk avant, parce que vraiment, tu fais déjà tout le déroulement en fait qu'a fait, je pense, l'auteur lui-même dans sa vie. Et Reel, du coup, c'est toujours en cours. Donc, comme je vous l'ai dit au début, c'est en 15 tomes. Alors, malheureusement, c'est un peu lent à paraître parce que Monsieur Inoue, voilà, si vous êtes des lecteurs de Vagabond, vous le savez aussi, mais il ne veut pas faire les choses à moitié. Donc, en fait, tant qu'il n'est pas satisfait, tant qu'il n'a pas l'inspiration, tant qu'il n'a pas la motivation, il ne fera pas un chapitre, il publiera rien parce qu'il a vraiment envie d'être à fond dans son œuvre. Donc, on peut juste préciser que il a fait Slam Dunk et avant de commencer Reel, il a fait Vagabond et que quand on voit l'orientation de Vagabond qui est hyper plein de questions existentielles, la spiritualité, le travail sur son corps, etc. Et quand on sait les interrogations que connaît actuellement Takehiko Inoue aussi, qui travaille vraiment avec son âme, qui dessine vraiment avec son âme, ça donne une autre lecture aussi. J'ai vraiment l'impression de lire un morceau de l'artiste et de l'homme quand on lit un tome de Reel. Donc voilà, ça fait partie du cheminement. C'est pour ça que je dis toujours de lire les premières œuvres des auteurs avant d'aller vers leur chef-d'œuvre. Tu vois l'évolution aussi. Et je disais, hop, j'ai vu dans le chat, Prof Zouzou, c'est en 15 tomes pour le moment sur Reel. Mais voilà, série toujours en cours, hein, rien n'est arrêté pour le moment et tout est trouvable encore chez nous, hein, tout est disponible, donc vous pouvez y aller. Et on va enchaîner du coup avec Angel Voice. Alors Angel Voice, c'est particulier parce que dans toutes les séries qu'on va vous présenter, Bruno et moi, on a chacun un coup de cœur. Donc moi, mon coup de cœur, c'est Angel Voice. Hop, je vous mets voilà là. Angel Voice, alors c'est une série en fini aussi, qui est en 40 volumes. Donc voilà, là on revient sur quand même une tomaison assez haute, qui est dans le label d'Arcana chez nous, alors que c'est un manga de sport, mais vous allez comprendre pourquoi. Qui est, alors faut que je reprenne mes notes pour être sûr de ne pas vous dire des bêtises. Voilà, c'est Akita Shoten. C'est les Japonais, sur la maison d'édition, et c'est juste fantastique. Donc grosso modo, c'est assez rigolo parce que le début est assez semblable à Slam Dunk, c'est-à-dire qu'on va suivre un mec qui est plutôt à fond sur la castagne, qui est pas méchant, mais voilà, faut pas le chercher parce qu'évidemment il va répondre, et il va se retrouver enrôlé en fait dans le club de foot du lycée, alors qu'à la base il n'a pas grand-chose à faire du foot. Sauf que évidemment, il va tomber dedans. Il va être dans une équipe où, dans l'équipe, vous avez des fortes têtes. L'équipe, du coup, va devoir évoluer, va devoir grandir. Ils sont tous là pour des raisons différentes. Ils ont tous des talents aussi différents. Et sur 40 tomes, en fait, vous allez suivre cette équipe qui va grandir. Donc, les joueurs vont grandir, l'équipe va grandir en tant qu'équipe, qui va être portée par un personnage vraiment qui est la manager de l'équipe et qui va être, entre guillemets, le cœur de l'équipe. C'est grâce à elle que tout va être soudé, quoi. Et ça va évoluer comme ça jusqu'à la fin. Et alors, j'ai pas envie de trop en dire, mais d'un côté, c'est un peu. Je peux pas non plus. Je veux pas vous spoiler, mais je pense que c'est quand même important de le préciser parce que c'est une part importante de l'œuvre. Vous allez avoir vraiment un retournement au niveau de l'histoire d'Angel Voice à partir de la moitié, donc aux alentours du tome 20, où là, c'est pareil, en fait. Vous lisez au début l'histoire, c'est cool, c'est rigolo, c'est un peu comme Slam Dunk, voilà, vous apprenez le foot, vous êtes dedans, vous avez des persos assez différents, tous forte tête, et vous allez terminer en fait où concrètement, moi les 3 derniers tomes d'Angel Voice, j'ai chialé quoi, en les lisant. Et j'ai chialé parce que c'est pour ça aussi que c'est en Darkana. Vous avez des thèmes et des choses qui sont abordées dans Angel Voice sur toute la seconde partie de la série qui sont assez exceptionnelles. Je suis pas forcément un grand sentimental dans les lectures manga, j'ai pas pleuré beaucoup. Mais oui, quand tu chiales, quand on le voit dans la Ligue des Champions, quoi. Mais là, vraiment, Angel Voice, en fait, c'est pareil. Là, le foot, en fait,
passe presque au second plan sur la seconde partie de l'histoire, alors que paradoxalement, vous allez voir quasiment que du foot. Évidemment, vous allez voir quand même des scènes de vie de chaque joueur, hein, parce que c'est aussi l'avantage des sports collectifs, et c'est ce que disait en intro Bruno tout à l'heure. Mais c'est vrai que sur un sport co, ce qui est cool, c'est que vous n'avez pas qu'un seul perso, vous en avez plusieurs, et donc ça donne lieu à plein de développements différents, plein d'histoires différentes. Donc même si vous n'allez pas forcément vous identifier sur le héros, vous allez forcément moins vous identifier sur un des autres personnages, qui peuvent être parfois codifiés. Hein. Donc c'est ce que disait Bruno tout à l'heure, vous allez avoir le génie, le mec un peu plus timide, mais en fait qui est trop fort, enfin voilà, plein de trucs. Et là, dans Angel Voice, ils sont tous, franchement, plutôt très très bien écrits. Et je suis en train de voir qu'il y a un super foreshadowing, parce qu'en fait, sur la couve du tome 1, toute l'équipe est en pleurs. Et je n'en dirai pas plus, mais ça coïncide très bien avec la fin de la série. Je connais pas spécialement la vie de l'auteur. Je sais pas si, comme Slam Dunk, c'est un grand fan de foot à la base ou pas, mais je pense que oui, parce que vous avez quand même des refs assez marqués. Alors pas ultra pointu non plus, mais typiquement la chanson de l'équipe, ça va être le You'll Never Walk Alone de Liverpool, Dortmund, Celtic. Voilà, si vous suivez le foot, vous connaissez. Donc franchement, moi c'est mon coup de cœur, et c'est celui que je voulais vous présenter, parce que ça fait partie de ces mangas de sport qui sont pas forcément très connus, et qui n'ont pas forcément très très bien marché. Alors que là, pour le coup, pour moi en tout cas, c'est vraiment une giga pépite. Et quand je l'ai lu quand je suis arrivé chez Kana, hein, parce que je connaissais pas du tout avant d'arriver chez Kana justement. Et je me suis pris une claque assez hallucinante, d'autant plus que, on vous l'a dit au début, hein, mais Bruno et moi on est fans de foot. Donc de fait, ça a forcément résonné un peu plus. Même si, comme quasiment tous les mangas de sport, de toute façon, vous pouvez les lire, même si vous n'êtes pas forcément friand du sport. Hein. Enfin, c'est la force aussi des mangas de sport. Donc, Angel Voice, je ne peux que vous le conseiller. Je ne sais pas si Bruno, tu as des choses à rajouter. Si toi, tu as vécu les mêmes choses de ton côté. Je sais que tu n'as pas forcément fini la série, mais sur ce que tu as lu, qu'est-ce que tu peux en dire Pour être honnête, non, j'ai pas terminé la série. Il faut que je complète. Mais ça a été le premier manga de foot qui m'a vraiment plu. J'avais vraiment un titre qui parle ballon, qui comprend le ballon, et surtout qui était un tout petit peu détaché du foot, et qui était assez violent en fait. Il y a une forme de violence en fait dans Angel Voice, qui fait qu'on n'est pas avec un petit gamin tout tranquille, qui se débrouille pas trop mal, ou qui apprend à se débrouiller. Non, il y a une forme de violence quand même. Il y a toujours des conflits, il y a un peu de bagarre, ça se rentre un peu dedans. Donc ça m'avait beaucoup plu. Il y avait ce côté urbain en fait que j'appréciais dans le foot. Et voilà, je vais pas dire, j'ai pas appris le foot dans les favelas, mais le ballon, le jouer dans la rue, tu vois, il y a une voiture qui passe, il faut arrêter. Enfin, tu vois, c'était aussi ça. Donc ça me plaisait beaucoup. Et pour ce qui est de Koyano, de l'auteur, en France, on a eu un autre de ses mangas qui était sur le baseball, en fait. D'accord. Et Go and Go, si je dis pas de bêtises. Et c'est c'est quelqu'un qui vit quand même de sport, et qui prend toujours un angle donc plutôt réaliste. Et je conseille vraiment de s'intéresser à Angel Voice. Mais c'est vrai que j'avais fait une petite pause, et il faudrait que je reprenne. Ouais. Mais c'est vrai que le parallèle est assez prétentieux entre guillemets, mais la meilleure manière de le décrire pour moi, c'est que c'est vraiment, vous prenez Slam Dunk et vous le mettez dans le foot. Alors évidemment, c'est pas Inoue non plus à la baguette, donc je pense que Slam Dunk reste meilleur. Ça dessine bien quand même, hein, c'est quand même bien. Ah oui, attends, oui, non, c'est loin d'être moche, hein, mais j'avoue que moi, Inoue pour moi, c'est quand même, c'est un niveau, j'aime beaucoup Inoue. Et pourquoi Angel Voice alors le titre? C'est un peu un spoil en fait de le dire, mais quoi qu'en fait non, même pas. Hein. C'est juste que c'est la manageuse du coup qui est le cœur de l'équipe. C'est elle typiquement qui va chanter pour l'équipe et pour les souder, et qui va notamment chanter le You'll Never Walk Alone. C'est elle qui va l'amener dans le club. Et elle a en fait, ils vont tous être plutôt estomaqués la première fois qu'elle va chanter, parce qu'elle chante super bien, et ils vont dire qu'elle a une voix d'ange, d'où le titre en fait Angel Voice. Et c'est vrai que c'est bien, parce que ça pointe le fait que là on la voit pas sur la couverture, mais c'est presque elle en fait l'héroïne de l'histoire, hein, parce que le personnage qu'on va suivre, qui est
entre guillemets, le vrai héros qu'on va suivre dans l'histoire et qui va intégrer l'équipe, en fait, va devenir un des attaquants de l'équipe. Mais c'est un manga de sport, hein, donc vous allez évidemment suivre plusieurs aussi personnages en même temps. Mais vraiment, toute l'histoire va, au moment de ce tournant, toute l'histoire en fait va se tourner autour de cette manageuse et de ce personnage qui est assez exceptionnel et qui est assez fort. Et donc, si vous le découvrez et si vous le lisez, voilà, je vous préviens, les derniers tomes, il y a moyen que ça tire des larmes assez fort. Mais j'en dirai pas plus et je ne dirai pas pourquoi pour pas gâcher l'expérience. Mais c'est aussi un des rares mangas où quand j'ai lu les 3 derniers tomes, alors j'ai pleuré, mais je les ai relus dans la foulée. Enfin, parce que là, pour le coup, l'émotion, j'avoue, était assez forte. Donc, je ne peux que vous conseiller Angel Voice. Voilà. Alors, c'est 40 volumes. Je sais que franchement, c'est beaucoup. Mais ça vaut vraiment le coup. Vraiment, vraiment. Si vous êtes fan de manga de sport, alors en plus, si vous aimez le foot, vous pouvez foncer, quoi. C'est vraiment top. Si vous avez aimé Slam Dunk, franchement, il y a peu de chances que vous n'aimez pas Angel Voice, à part si vous êtes vraiment allergique au foot. Mais c'est une pépite. Enfin voilà, pour moi c'est une pépite. Et on va pouvoir passer sur la pépite de Bruno. Il n'est là que pour ça. Voilà, après cette intervention, c'est fini. Donc, voilà. Ouais, c'est ça. Hop, il déconnecte. Alors attends, d'ailleurs je vais en profiter parce que Nathan m'a dit dans l'oreillette que j'avais le droit pendant ce live de me lever pour aller rallumer la lumière. Donc ne bougez pas, je reviens tout de suite. Et en attendant, on va parler de Levius et on va lancer le trailer de Levius. Comme ça, moi je vais rallumer pendant le trailer. Et ça c'est top. Levius. Alors là, c'est le moment où je peux poser les casques et je vais laisser parler Bruno pendant 10 minutes. Vas-y, fonce, fonce Bruno. Mais sans rigoler, pour vous dire rapidement, donc Levius, vous avez Levius qui est terminé en 3 tomes et qui est entre guillemets le cycle 1 de l'histoire. Et vous avez le cycle 2 qui est Levius Est, qui lui pour le coup est toujours en cours. Je crois que ça s'est terminé au Japon, si je dis pas de bêtises, mais c'est en cours chez nous. On en est à 8 tomes actuellement. Et alors pour les maisons d'édition, arrête-moi si je me trompe Bruno, mais c'était Shog et c'est passé chez la Shueisha pour Levius Est. Ouais. Voilà. Ouais. Et c'est intéressant de savoir justement d'où vient Levius d'une certaine manière. Donc c'est signé par Haruhisa Nakata, hein, toujours important de parler des auteurs. En fait, Levius, donc via le trailer, vous avez peut-être dû avoir un petit peu le topo, mais on est grosso modo dans un contexte de guerre froide, on est au 19e siècle, on est dans un milieu très steampunk, et voilà, il y a cette pratique d'une boxe mécanique hyper violente avec des pratiquants qui meurent littéralement. Donc les combats ont une espèce de portée politique en réalité importante. Mais ce qui est important de savoir avec Levius, c'est qu'il a été prépublié dans le Iki magazine. Et le Iki magazine, c'était un petit peu, donc un magazine qui n'est plus, mais c'était un petit peu un magazine un peu marginal, qui proposait des œuvres loin des archétypes, qui proposait des œuvres avec des styles artistiques qui étaient voilà, loin des codes. C'était des choses un petit peu plus uniques, un petit peu exceptionnelles, où vraiment c'était le style de l'auteur qui comptait avant tout. Pour vous donner un exemple, dans le Iki, vous avez un manga comme, c'est pas chez Kana, mais c'est un manga qui s'appelle Doro et Doro. Et donc, voilà, on est typiquement dans ce genre d'œuvres extrêmement marginales où tous les délires, la violence, un petit peu tout est permis. En fait. Et c'est vrai que quand vous feuilletonnez Levius, pardon, on voit tout de suite un style quand même qui est hyper différent. Enfin, je sais pas Mathieu si peut-être que je me trompe, mais est-ce que tu as vu en tout cas dans l'offre manga française un style comme ça?
C'est bien parce qu'on était exactement sur la même page. Moi, j'étais sur celle d'avant, mais avec, tu vois, la case en grand, blanche, et t'as l'œil juste après qui est vraiment qui est assez exceptionnel. Et en fait, non. Et nous, c'est évidemment ce qui avait plu à l'édito et à Timothée à l'époque. Et les vues, ça faisait partie aussi de ses œuvres où, côté Kana, on pensait que ça allait pouvoir faire la passerelle assez facilement entre la BD franco-belge et le manga grâce justement au style particulier, au style ACBD. À l'époque, je sais pour ceux qui l'avaient peut-être acheté, mais sur Levius Est, sur le tome 1, on avait mis en goodies la Brunola, une carte en fait faite par Guarnido, l'auteur de Black Sad, parce que vraiment en fait on retrouvait cette patte où un peu comme Taniguchi a réussi à le faire et comme Urasawa aussi a réussi à le faire avec Monster, c'était un titre qui vraiment, on trouvait, pouvait toucher le public BD franco-belge. Il faut savoir que la passerelle entre le manga et la BD franco-belge se fait pas tant que ça. Les lecteurs franco-belges qui viennent lire du manga, il n'y en a pas des masses, et vice-versa, les lecteurs de manga qui vont vers le franco-belge, il n'y en a pas non plus des masses. Il y en a très peu qui ont réussi à le faire. Donc, je vous ai dit Taniguchi et Urasawa. Et Levius, pour nous en tout cas, a vraiment ce potentiel-là parce que le dessin est vraiment très particulier et aussi sublime, quoi. Enfin, on tombe sur des pages qui sont exceptionnelles. Alors évidemment, quand vous êtes un lecteur de manga, vous n'allez pas retrouver du tout le trait classique, on va dire, du manga. Donc c'est un style auquel il faut accrocher. Mais par contre, on peut pas, même si vous accrochez pas au style, vous pouvez pas nier le fait que c'est assez fantastique. Et ouais, c'est clair. C'est assez fantastique. Et d'ailleurs, si vous suivez l'auteur sur Twitter, il fait très souvent des live drawings qui durent des heures, des heures. Alors là, pour le coup, même si vous êtes fan, il faut être motivé pour le regarder pendant des heures et des heures. Mais voilà, c'est un dessin très, très, très particulier. Et je pense d'ailleurs que c'est ça aussi qui a dû te plaire, Bruno, puisque toi, tu dessines un peu. Donc, de fait, le dessin, à mon avis, particulier comme ça, c'est une des premières choses qui t'a frappé, qui t'a fait rentrer facilement dans le titre ou pas du tout? Oh, manga de boxe qui m'a frappé, c'est ça? T'essayes de faire des. Écoute, on va dire que c'était totalement prévu. J'ai travaillé le truc, quoi, tu vois. Bah, c'est vrai que c'est, voilà, de facto, c'est une plaque graphique, c'est une proposition qu'il n'y a pas souvent en France. Et cette force qu'il y a chez les vieux, c'est vraiment la force de l'impact des coups, la brutalité, le mouvement. C'est un manga qui est tout le temps en mouvement, où on sent la vapeur qui s'échappe du bras, on sent la mâchoire qui se déboîte, on sent les corps qui se déchirent. Il arrive à donner, il a un arc qui est extrêmement organique. Et c'est vrai que c'est très intéressant de regarder ses lives parce qu'on voit que son storyboard, il le change, il est presque instinctif. Il va travailler une position, puis ça va pas aller, il va finalement faire une autre. Et ce côté un peu sauvage, tu vois, un peu rauf, eh ben, ça donne cette vie en fait qu'on a dans les planches. Et à côté de ça, bon, vraiment, je vais pas vous mentir, moi je suis avant tout séduit par le dessin parce qu'en plus il travaille d'une façon très spécifique avec des hachures, avec une façon d'apporter du flou aussi pour jouer sur les valeurs de plan. Donc tout ça, ça amène notre œil. En fait, il est très fort pour amener notre œil là où il faut. C'est-à-dire sur un point, sur une épaule, sur un corps qui bouge. Pour ça, il est super fort. Ensuite, il y a quand même un contexte qui est quand même assez dramatique puisque le héros a perdu son père donc, lors d'une guerre et sa mère est dans le coma. Donc c'est aussi parfois le chant du cygne, ben voilà, d'un orphelin en l'état qui vit avec cette tristesse permanente. C'est vraiment quelqu'un qui a jamais le sourire aux lèvres, mais qui a la rage une fois qu'il est sur le ring. Et il est confronté à un antagoniste criminel, on peut dire, même terroriste d'une certaine manière, ben voilà, qui a lui aussi des objectifs, qui sèment la mort autour de lui, et ça donne des combats qui sont d'une grande puissance, d'une grande violence. Donc on a un contexte comme ça, géopolitique. L'auteur bascule assez bien entre la nervosité et l'âpreté des combats, avec des scènes en dehors des combats plus calmes. Et puis on a tous ces détails autour de la technique, puisque les vues profitent d'un bras en fait mécanique. Donc voilà, c'est aussi intéressant de voir comment est-ce que le scientifique l'accompagne pour améliorer la puissance en fonction du poids. Donc tout ça est bien pensé. Donc moi je vous dis que si vous voulez vraiment vous intéresser et donner une chance en France au manga, donner une chance en France au manga un petit peu différent en fait, il faut s'intéresser à Livius. Parce que je crois aussi que l'état en tout cas le profil d'un pays et de sa relation avec le manga
elle passe aussi par la curiosité, par l'idée d'aller soutenir des œuvres qui sont peut-être moins enrobées pour séduire le grand public, mais voilà, il faut qu'on montre aussi que nous sommes capables d'être sensibles à ce type d'art. Je sais pas pour vous forcer, mais quand on a voilà des auteurs comme Guarnido qui sont intéressés pour faire des illustrations avec lui, parce qu'il y a aussi un grand poster qui a été fait entre l'auteur de Black Sad et Lévius. Masashi Kishimoto, enfin voilà, peut-être. Alors c'est vrai, on peut dire c'est de la maison Kana, etc. Mais il dit que c'est exactement ce qu'il voulait dessiner pour son prochain manga, par exemple. Donc ça, c'est sur le bandeau du deuxième tome. Alors on peut dire oui, la com, pas la com, mais Kishimoto, on sait qu'il a des maîtres en termes de dessin, comme Hiroaki Samura, par exemple. Donc voilà, il faut vraiment s'intéresser à cette partie un petit peu différente du manga en France, pour montrer voilà, qu'on est aussi un vrai pays fan de manga et qu'on s'intéresse à ces œuvres-là. Je crois qu'il y a eu un coffret aussi intégral chez Kana, qui réunit les 3 premiers tomes. Et la suite, Lévius Est, c'est la suite directe. C'est juste parce que le magazine Iki s'était arrêté. Donc voilà, si vous aimez. Là, on n'a pas trop parlé de la boxe à proprement parler parce qu'il n'y a pas spécifiquement de règles très différentes. Oui, il n'y a pas de. Évidemment, dans la boxe, on ne tue pas son adversaire, même si ça peut arriver. Là, ce sont des combats. Bon, on est dans de l'arène, on est presque dans du combat. C'est presque 300, quoi. Tu vois, tant que l'adversaire il est pas mort, on n'arrête pas. Après, il y a des capacités un petit peu plus spéciales, mais qui sont dues aux technologies. Mais il n'y a pas de super pouvoir, il n'y a pas de Genki Dama ou de trucs complètement fous. On est dans la démesure, dans la violence, mais c'est vraiment, si vous aimez le dessin et ce style-là, franchement, moi, je ne peux que vous le conseiller. J'ai tout donné dans cette chronique vidéo. Mais voilà, quand vous voyez ce mouvement, non, mais franchement, quand tu vois ce mouvement, non, mais ça craque. Hein. Et moi, c'est les yeux. Hein. Les yeux, vraiment, en fait, il a un truc avec les yeux où, justement, quand tu disais cet effet de flou, il le fait souvent sur des cases où il a l'œil qui est net et tout le contour autour qui est flou. Et c'est incroyable, quoi. Il n'y a pas d'onomatopée. Il travaille sans onomatopée, par exemple, sans ligne de vitesse. Et essayer vraiment d'être sensible à comment est-ce qu'il amène le mouvement sans ces lignes de vitesse. Alors que dans les mangas, soit tu déformes, tu vois, et ben faut vraiment. Enfin, c'est assez bluffant. Vraiment, il est incroyable. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, mais du coup, le format est plus grand qu'un format manga traditionnel. Et ça se lit de gauche à droite parce que l'auteur le veut aussi. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, la passerelle entre la franco-belge et le manga. Hein. C'est que, de fait, là, on est sur un sens occidental de lecture. Donc, pour ceux qui ont trop pris l'habitude de lire avec le manga, il va falloir vous réhabituer. Mais le fait que ce soit un format plus grand, hein, c'est que ça rend hommage à ce qu'il fait assez souvent, c'est-à-dire une planche, une case en fait, une page, une case plutôt, qui sont assez exceptionnelles. Hein. Et là, il y en a qui reviennent très 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 souvent. Et c'est vrai que j'avais pas fait gaffe à la première lecture sur les lignes de vitesse, l'absence de lignes de vitesse, parce que ça se ressent pas en fait. C'est quand il met une patate, tu vois pas tu vois pas de différence quoi. Tu vois le mouvement, tu ressens le mouvement, donc. Tout est dans le cadrage, tout est dans la façon d'amener une épaule. Enfin, c'est peut-être du détail, mais il est vraiment super super fort. Franchement, il faut que vous l'invitiez en France. Il faut absolument que vous le faites venir en France. On en reparlera quand il n'y aura plus le Covid. Ouais, bon, ça va. Non, mais oui. C'est un détail, mais ouais. Non, une petite exposition à Angoulême, là, si vous nous entendez. Oui, ouais. Coucou. Mais ouais, non, c'est top. Hein. Enfin, vraiment, le dessin et le graphisme, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du dessin, mais c'est parce qu'en fait, c'est vraiment le premier truc qui ressort du manga, et c'est ce qui te fait accrocher, et tu détournes pas les yeux, parce qu'en fait, le dessin est fantastique hein, de Lévius. Hein. Donc tu dirais que est-ce qu'on veut je sais pas. Non, mais oui, mais je veux dire, vraiment en termes de. C'est vrai que tous les jours, moi je comprends, hein, je suis journaliste, tous les jours je fais des news sur les nouveaux mangas, les nouveaux enjeux de l'année, etc. Parfois, un tout petit coup d'œil dans le rétro, on se rend compte qu'il y a vraiment des pépites de folie. On va parler de Evil Earth un petit peu plus tard. Ouais. Et Lévius, je sais, et je crois que je trahis aucun secret, Mathieu, que ça ne fait pas 3 millions de ventes par tome. Non. Et vraiment, j'insiste fortement, intéressez-vous à Lévius. Vraiment super, super titre.
Et je vois question dans le chat sur, en gros, qu'est-ce qu'on appelle des lignes de vitesse. Pour prendre l'exemple d'Angel Voice, alors j'espère qu'on verra bien sur la caméra. Voilà, vous voyez là, cette case, les lignes en fait là, et qui sont censées représenter le mouvement. Et ça vous aide normalement dans la lecture de la case à comprendre que ça fait un mouvement. Ça, dans les vues, vous n'en avez pas. Quand il donne un coup de poing, en fait, vous n'avez pas les lignes qui partent du point pour dire que le coup de poing fait cet effet. Et malgré tout, par contre, quand vous lisez, en fait, c'est fluide et c'est totalement net, quoi. Et là, vous voyez que dans un manga de sport traditionnel, je reprends du congé parce que je les ai sous la main, c'est des choses qui sont ultra utilisées, en fait. Les lignes de vitesse, c'est un des classiques du manga. Et même vous, quand vous dessinez, c'est la base, on va dire, pour montrer un effet. Hop, ils en montrent un dernier. Je l'ai offert à mon petit coup de boule. Ouais, voilà, par exemple. C'est un des rares mangas que j'ai offert à mon frère en lui disant tiens, vas-y. Alors ça c'est du très très lourd, quoi. Lis-moi ça. Et d'ailleurs, il te parle toujours, il est convaincu. Ah, mais tu sais, il m'a dit ouais, c'est un tueur. Donc, le mec qui dessine, c'est un tueur. Donc, on va pouvoir enchaîner du coup sur Yawara. Merci à tous. Bonne soirée. Allez, merci Bruno pour ta participation. En plus, tu as réussi à citer l'habitant de l'infini, quoi. Incroyable. Le mec a rempli tous ses objectifs du live. J'ai juste cité l'auteur, tu vois. Je me suis retenu, mais tu l'as fait pour moi, du coup, bah merci. Super. Allez, hop. On va enchaîner avec Yawara. Alors Yawara, là on va revenir dans du très connu en auteur, puisque Yawara, on est sur Naoki Urasawa. Donc au cas où, pour ceux qui ne connaîtraient pas Naoki Urasawa, c'est Monster, 20th Century Boys, Pluto, Happy, Pineapple Army, Yawara, enfin voilà. Beaucoup de gros succès, qui est déjà venu à Angoulême, qui a déjà été récompensé à Angoulême, qui a été surnommé le monstre sacré du manga. Enfin voilà, il y a pas mal de... Il y a beaucoup de choses à dire sur Monsieur Urasawa. Et Yawara, alors Yawara, pour vous faire le pitch rapidement, je reprends le tome qui est ici, tome 4, pour l'édition qui est en train de sortir chez nous actuellement. Yawara, en fait, vous allez suivre l'histoire de l'héroïne, de Yawara, en fait, qui vit dans une famille où son grand-père était un grand maître du judo. Et donc, de fait, elle a toujours été entraînée pour devenir une championne de judo. Sauf que elle, dans le début de l'histoire, elle est très forte, mais le judo, ça commence un peu à lui passer au-dessus de la tête et elle a envie de vivre une histoire normale, on va dire, d'être une jeune fille lambda, d'avoir ses amourettes, tout ça, qu'on vienne plus lui prendre la tête à aller devoir faire les compétitions à droite, à gauche. Sauf qu'évidemment, son grand-père n'a pas envie de la lâcher parce qu'il a un seul objectif, c'est de faire d'elle la championne olympique du judo sur les JO 92 à Barcelone. Parce que contexte historique, et je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que j'ai bon, c'était en 92 la première fois qu'il y avait la catégorie féminine au judo au JO. Donc l'idée du grand-père, c'est Yawara, tu seras la première championne olympique de l'histoire du judo féminin. Donc là, on va suivre du coup de fait Yawara qui va, elle, au début, essayer de se retirer tout doucement du judo, mais qui évidemment va pas réussir parce qu'elle est tellement douée qu'en fait, tout va la ramener vers le judo. Et vous allez suivre du coup petit à petit son ascension jusqu'à la fin au JO. Si elle gagne ou pas, je ne vous le dirai pas. Mais Yawara, ce qu'on peut dire avant de commencer, c'est que c'est un des immenses premiers succès de Naoki Urasawa. C'est-à-dire que c'est sorti avant 20th, c'est sorti avant Monster, c'est sorti avant Pluto. Enfin voilà, c'est vraiment une de ses premières histoires et qui a ultra bien marché au Japon. Pour l'anecdote, au Japon, du coup, toutes les championnes de judo qu'on suivi après dans la vraie vie se sont fait surnommer Yawara. Et c'est assez rigolo parce que vous verrez après quand on parlera de Evil Earth, dès la page 4 de Evil Earth, il dit Yawara en regardant le club de judo à l'école. Donc voilà, la grosse ref. Et c'est à noter en dessous, surnom de la championne de judo, et c'est même pas à noter, tu vois, titre de Naoki Urasawa. Donc c'est assez rigolo pour voir l'impact que ça a eu, qui est assez exceptionnel. Et donc maintenant, pour parler du titre sur Yawara, Bruno, Yawara, déjà, moi j'ai envie de dire, c'est assez rigolo parce que, enfin, nous, du coup, de fait, là, on a Yawara qui est publié après Monster, après 20th, après Pluto. C'est pas forcément la même vibe quand tu commences à lire le tome, c'est même pas du tout la même vibe, parce qu'on est plutôt sur quelque chose de rigolo. On garde toujours le style Urasawa, donc moi ce que j'appelle le style Urasawa, c'est que Timothée le dit très bien chez nous, mais vous êtes accroché en fait à l'histoire, et c'est cette façon où à chaque fin de page, en fait, il arrive à faire un truc sur le plan et le cadrage où tu es obligé de tourner la page après pour savoir ce qui se passe, quoi.
C'est vraiment le fait qu'il arrive à t'accrocher comme une émission. Et Urasawa, c'est ça, tu y reviens toujours, quoi. Quand vous lisez Monster, vous finissez un top de Monster, vous êtes obligé d'aller lire la suite tout de suite. Donc ça, il l'a déjà. Par contre, derrière, après, c'est vraiment, on est plus sur de la comédie, quand même, en grande partie. On reste évidemment sur un manga de sport, parce que là, on va suivre tout de même son évolution dans le judo. Toi, Yawara, qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi ça a tant marché, ça a marché tant que ça au Japon, à ton avis? Et comment tu le classerais en fait dans la biographie d'Urasawa par rapport à ses autres œuvres? Alors, pour la première question, c'est vrai que l'impact des JO sur l'offre, on va dire, manga ou animation, elle est très importante. Je sais pas s'il y a des gens dans le chat qui connaissent, s'ils sont issus d'une plus vieille génération, mais Les Attaquantes, par exemple, qui est un animé qu'on a eu en France et qui reprend un petit peu le parcours des volleyeuses qui avaient été sacrées championnes olympiques quelques années auparavant. Donc, d'un point de vue marketing, c'est évident, le Japon et les éditeurs ne sont pas dupes. Il y a des choses à faire en fonction de l'actualité. Donc ça, j'invente rien là-dessus. Ce qui est intéressant chez Yawara, moi, ce qui m'a impressionné, alors je l'ai découvert avec cette édition, pour être parfaitement honnête, c'est que je crois que j'avais regardé Urasawa, il a 24 ou 25 ans quand il dessine ça. Et je me dis, ah ouais, il est déjà très au point en termes de narration, en termes de dessin, ça je n'en doutais pas, mais déjà en termes de narration, il est très au point. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il se moque, en fait. On n'en a pas beaucoup parlé, enfin même on n'en a pas parlé dans le live, mais quand vous êtes sportif, il y a l'entourage. Ouais. Et dans ce qui veut dire que devenir le plus fort de son quartier, de sa ville et de son club, etc., ça amène des vautours. Et des vautours, ça peut être le journaliste qui veut faire un scoop avec toi, ou ça peut être la très proche famille qui veut se mettre à l'abri, qui ne veut plus taffer, qui veut prendre son petit billet, et puis voilà. Et il y a ça aussi dans Yawara. Et ça m'a beaucoup plu parce que c'est un truc auquel on ne pense pas immédiatement, mais pour le coup, ça joue. Et c'est pour ça que je dis, ah ouais, il est malin. C'est vrai que Urasawa, c'est quelqu'un qui est très fort pour caricaturer. Ça se voit dans son dessin. Voilà, tout de suite, il caricature un petit peu les profils des personnages. Il est très moqueur. Et ça marche super bien sur ça. Donc, ouais, effectivement, si vous aimez Urasawa, ou si vous voulez comprendre comment est-ce qu'il arrive à faire plus tard Monster, etc., comme je dis souvent, si vous en avez la possibilité, lisez les œuvres quelque part de jeunesse. Voilà, Urasawa, il fait ça, je crois que c'était à 25 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est assez bluffant comme ça. Comment c'est déjà maîtrisé. C'est top ici, mais c'est vrai que tout l'aspect de l'entourage, j'étais en train de réfléchir pendant que tu le disais. Attends, oui, où je l'ai vu ailleurs, mais puisqu'on est souvent quand même sur au lycée ou dans les trucs comme ça, tu ne l'as pas si souvent que ça. Mais dans Yawara, comme elle est prédestinée à être justement la championne olympique du judo et qu'en fait elle est quasiment déjà. Et tout. Ah ouais. C'est vrai que c'est assez marquant dans le truc, dans le récit. Toi enfin voilà, si vous vous intéressez au football, si vous connaissez un petit peu ça, notamment l'entourage. À chaque fois, on en revient. Un coup, la mère, elle veut pas que le joueur signe là-bas. Un coup, le frère, il veut pas que le joueur signe là-bas. Donc, il y a des mecs qui viennent, qui grattent pour être avec toi, pour avoir l'argent, etc. Et dans Yawara, on n'a pas tout à fait ça, mais on a en tout cas cette notion d'entourage parfois polluant, opportuniste en tout cas, de personnes opportunistes. Oui, mais qui a toujours un poids. Ah ouais, toujours. Un poids assez important et mine de rien un poids sur la destinée parce que le grand-père, au final, elle y reviendra au judo, tu vois. Donc quoi qu'il arrive. Parfois, ce que l'on croit être mauvais, c'est un petit peu la peine d'aujourd'hui sera la joie de demain. C'est un proverbe que je viens d'inventer là maintenant. Mais ça merci Bruno. J'aurais dû rajouter un nom, tu vois, pour faire genre. Sérieux Victor Hugo. Voilà. Hop, mais du coup, sur Yawara, pour terminer, avant de passer au prochain, ça sort en ce moment. Hein. Évidemment, le manga est terminé parce que vous l'avez bien compris, c'est sorti il y a très très longtemps. Années 80, je ne veux pas dire de bêtises, mais sur les dates, je suis très mauvais. Et c'était dans les années 80, il me semble. C'est sorti au Japon. Urasawa, c'est 60. Ouais.
Donc 85, si mon... Si tu ne te trompes pas sur les 25, mais a priori, bon. Donc on est dans ces eaux-là. Il y a des repères toujours intéressants à faire comme ça, genre Cobra, il a fait ça, enfin l'auteur de Cobra, il a signé Cobra à 23 ans. En fait, tu vois, c'est des trucs, ça me fait péter le plomb, tu vois. Tu te dis, mais c'est un truc de fou. Tu fais des oiseaux en V si tu veux à 25 ans, c'est magnifique, mais je suis pas sûr que j'irai très loin, quoi. Mais donc Yawara, donc ça c'est disponible du coup. Nous on a la Deluxe en France. Chez Kana on a édité la Deluxe, donc pareil c'est en grand format, c'est le label Bicana, c'est terminé en 20 tomes. Mais donc actuellement c'est toujours en cours hein, parce que nous on est en train de rattraper du coup. Et le tome 6 sort ce vendredi, j'ai vu dans le chat. Merci Nathan pour être toujours présent et nous aider. Je sais que tu nous répondras dans l'oreillette, donc ça c'est bien. Et on va passer sur la suite, sur Skaters. Alors là, pareil, Skaters, on a un trailer, donc vous allez voir le trailer. Si Nathan, si tu m'entends, tu peux balancer le trailer de Skaters. Donc Skaters, série en cours, mais on y reviendra. 3 tomes actuellement. C'est chez Shogakukan. Et alors, je pense que vous l'aurez deviné au titre, mais on va parler de Skate. Ah, je croyais qu'on avait parlé de Haters. Ah ouais, allez, si tu veux, on peut se faire un nouveau live. Hein. Mais donc, ce qui est déjà cool en soi, parce que, a priori, j'en connais pas d'autres de manga de skate. Je sais pas si toi, t'as... J'ai des... T'as des flashs? Qu'est-ce qui se passe des... Ah, pardon? T'as des flashs? Non, je voulais dire que j'ai des mangas où il y a des skaters dedans. Ouais, mais c'est pas des animés centrés sur le skate, mais des titres de mangas purement centrés sur le skate, en France, en tout cas. Ouais. Mais commençons tout de suite par le bas qui blesse, Skaters, malheureusement. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'actualité. C'est pas officiellement terminé, mais a priori, je suis pas sûr qu'on aura un jour un tome 4 et c'est bien dommage parce que le début était vraiment cool et nous mettait bien dedans. Surtout, comme je l'ai dit, vu que c'est un manga de skate, alors pareil, hein, je préviens tout de suite, le skate, j'y connais rien. Ma seule expérience c'est Tony Hawk sur PS2 quoi, mais ça va pas plus loin quoi. Je fais des ollies dans ma jeunesse et à 2 doigts de me casser le poignet. Ouais. Mais ouais, c'était vraiment super cool, mais malheureusement donc pas d'actualité dessus, mais bon vous avez quand même toujours les 3 tomes hein, si vous êtes curieux et que vous voulez lire les 3 premiers tomes qui sont disponibles chez nous et donc, dans le label Shonen Kana. Ça raconte déjà quelque chose en 3 tomes. Ouais. Et donc vous n'allez pas rester totalement sur un ça raconte déjà un truc. C'est ça. Après voilà, vous allez quand même pas avoir la fin forcément de l'histoire, hein, parce que de fait dans sa tête c'était censé continuer. Mais donc au niveau du pitch en fait, vous allez suivre Akio qui va se balader, qui va tomber sur un mec avec un style un peu particulier et qui fait du skate dans la rue. Donc, quand je dis un style un peu particulier, c'est juste parce que c'est assez imagé dans le manga, mais a priori, voilà, c'est un skater, tout ce qu'il y a de plus normal, et qui va être totalement bluffé en fait par sa performance, et qui donc va vouloir lui-même se mettre au skate, et qui va faire de ce mec qu'il a croisé son mentor, qui va tout lui apprendre. Et donc évidemment, vous allez suivre en fait vous allez suivre les premiers pas de Akio dans le skate, en sachant que sa mère évidemment est pas ultra favorable à ce qu'il se fasse du skate. Donc voilà, je sais pas si on a des skaters dans le chat. Mais je pense que la maman n'était pas totalement open à ce qu'ils reviennent avec une cheville en moins ou autre suite à une chute. Et donc voilà, vous allez suivre en fait sur les 3 premiers tomes Akio, qui donc là pareil, découverte du skate, découverte des mouvements, découverte du sport, hein, parce que du coup c'est quand même un sport.
et de comment AQ en fait va, là même plus que les autres sports, intégrer les codes, parce que du coup sur le skate, vous avez le sport, mais vous avez aussi tout un code qui tourne autour, entre voilà, les vêtements, la sape, les trucs, enfin voilà, t'as vraiment tout un truc autour du skate, et du coup qui est vachement sympa, qui est vachement bien. Je sais pas Bruno, voilà, toi si t'as d'autres points aussi à mettre en avant sur Skaters. Alors déjà, contrairement à tous les sports qu'on vient un petit peu de voir, le skate, c'est pas le sport roi au Japon, déjà. Ouais. Et genre vraiment pas. Ensuite, il y a toujours un petit peu, voilà, c'est une tendance américaine aussi. Au Japon, on regarde beaucoup ce qui se fait là-bas, mais on n'est pas sur des milliers, des milliers, des milliers d'adhérents. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est une discipline de style. C'est vrai que c'est une discipline de style, le skate. Et ce qui me plaît dans Skater, c'est que c'est un personnage qui, en fait, c'est une histoire de coup de foudre. C'est presque une histoire d'amour, d'une certaine manière, Skaters. Les titres que nous avons exploités jusqu'à présent, qu'est-ce que c'est? C'est, bon, un mec, on ne sait pas trop pourquoi, il se joint au club de basket. Bon, et après, ça, il se trouve que c'est un monstre. Bon, sinon, on a un boxeur dans un milieu où c'est difficile, et c'est comme ça, ben, faut qu'il boxe. Là, c'est un mec, il tombe amoureux de la discipline parce qu'il voit un phénomène, enfin, un phénomène. Il voit quelqu'un faire du skate et d'un coup il se dit wow, qu'est-ce que c'est que ça. Et ça déjà ça m'a beaucoup plu parce que c'est aussi une manière de tomber dans un sport, de tomber dans une discipline. C'est quand on voit l'autre. Voilà, hein, nous quand on regarde potentiellement quand on était petit on voyait des matchs de foot, bon ben il y avait des gens qui nous faisaient rêver, on avait envie de faire comme eux. Donc ça c'est une facette du sport et c'est une proposition pour le coup qui est intéressante. La deuxième, c'est que c'est très difficile à rendre, très difficile à dessiner en réalité le skate. Et je trouve que l'auteur suspend parfaitement le temps. Vraiment, lorsque vous avez des sauts en planche, les positions sont super bien faites. Toute la technicité de la pose, on n'est pas dans de l'irréalisme. C'est vraiment super bien foutu. Et puis ouais, comme je disais, c'est un peu la victoire du style. Le skate, c'est bien se saper, avoir la classe. C'est pour ça que nous, on n'en fera jamais. Parce qu'on est vraiment, c'est pas possible. Mais les persos, ils ont vraiment bien du style et pour ça, c'est super bien foutu. Encore une fois, c'est vrai que je peux comprendre que les lecteurs ou les lectrices ne se jettent pas sur une série si on ne connaît pas trop la suite. C'est vraiment pas de la com ou quoi, mais chez moi, j'ai plein de titres qui n'ont pas de fin parfois, parce que, mais ça ne me dérange pas. J'ai quand même découvert un morceau de ce que l'auteur voulait dire, un morceau de son art aussi. Voilà, moi je peux citer Agartha par exemple, qui est chez Kana, qui est l'un de mes mangas vraiment vraiment préférés. Mais c'est pas grave, j'ai un morceau de ce qu'il a voulu faire, ce qu'il a voulu dire, de comment est-ce qu'il dessine. J'ai un peu un morceau de lui, tu vois, avec moi. Et franchement, Skaters, qui avait connu un petit rebond en termes de vente, comme on avait pu le lire dans notre bilan Animeland de l'année 2020 du manga. Peut-être que c'est grâce aux animés de skate qui sont arrivés, peut-être que c'est grâce à la discipline au JO qui avait été annoncée, il me semble. Donc voilà. Puis c'est un sport de vitesse, de sensation aussi, donc ça joue et ça, en tout cas, ça apparaît dans le manga. Au niveau de l'auteur, tu sais de ton côté, c'est vraiment pareil, c'est un passionné de skate à la base, pas du tout, t'as une idée ou tu sais pas? Non, j'avais regardé, j'avais un petit peu cherché sur son blog, non pas Tojitsuki, non c'est ça, tu l'as sur la couverture, je crois que c'est. C'est ouais, Hajime Tojitsuki, c'est ça. Je l'avais un petit peu cherché sur le blog et tout, je trouvais pas d'infos intimement reliées à ça, mais Allô, qu'il faut apprécier ça. Et quand on voit le travail, là, c'est clairement pas un travail. Ah, tu m'entends? Ouais, là, c'est bon, t'es revenu. Désolé. Et je disais que là, ça se sent, on n'est clairement pas sur un travail de commande. On est quand même sur. Si le mec il dessine ça pour une niche et vu comment il le fait, je pense qu'on peut raisonnablement penser que c'est quelqu'un qui apprécie. Mais ce n'est qu'une déduction. Je ne me base sur aucune source fiable. Ouais. C'est vrai que du coup, pour reprendre, je vois quelqu'un avait rebondi sur le skate, c'est du style. Tu vas te mettre des skaters à dos apparemment, Bruno. Mais dans le. Si. Enfin, moi, je te rejoins en tout cas dans les faits où. Déjà, le fait qu'il tombe amoureux du sport, c'est assez original. Parce que, comme tu le dis, c'est pas juste il va le faire parce que coup du hasard, coup du sort ou autre, c'est vraiment il a kiffé ça. Et en fait, il a kiffé ça parce que il a vu un mec trop stylé en fait dans la rue. Basiquement, il a vu un gars qui ride sur une pente, il s'est dit incroyable. Et moi, je me revois en fait quand je suis petit.
et que j'ai tenté le skate un mois avant de comprendre que c'était pas pour moi, je voulais le faire parce qu'en fait, quand t'es petit, le skate, quelqu'un qui fait du skate, c'est trop cool, quoi. C'est bête, mais c'est trop bien, c'est trop cool. Après, tu te dis, bon, les vannes, peut-être pas, et la planche, peut-être pas, mais en tout cas, pendant un mois, c'était incroyable, quoi. Alors, je me permets juste une précision, je même pas fait gaffe, mais autrice, pour le coup. C'est une autrice okay. qui fait un skate. Et du coup, donc Skaters chez nous, donc 3 tomes. Donc voilà, évidemment, on vous prévient, 3 tomes, série en cours, mais pas, voilà, on vous promet pas que vous aurez un jour la suite parce que pour le coup, on n'a pas d'infos. Donc peut-être que ça arrivera, peut-être que ça arrivera pas. Mais en tout cas, c'est vraiment pas mal, ça vaut le coup d'œil si vous êtes fanat ou pas de skate. Enfin voilà, toujours la même rengaine sur les mangas de sport, mais c'est la force. Même si vous connaissez pas ou que vous n'êtes pas forcément fan, vous pouvez y aller les yeux fermés à chaque fois. Il y a quand même très peu de risques que vous soyez totalement dégoûté. Et c'est encore du Big Canard. Non, là c'est en shonen, on l'a. Ouais. Ah, celui-là il est en shonen. Celui-là il est en shonen. Big, ok. Je t'en prie, mais on va se battre pour nous. Et on va passer sur Evil Earth. On va enchaîner. Donc pareil, Evil Earth, on vous en a un peu parlé. Parce que de fait, ça va rejoindre pas mal de choses qu'on avait expliquées en intro sur la force des mangas de sport. Et notamment sur les sports individuels. Donc Evil Earth, c'est terminé. Donc là, pour le coup, c'est du Bikana. On va vous expliquer aussi pourquoi c'est du Bikana alors qu'on suit a priori un collégien ou lycéen. J'ai un doute, c'est collégien. Hein. Il est collégien, il me semble. Et terminé en 6 tomes, c'est chez la Shueisha. Alors, au niveau du pitch, du coup, donc on va suivre le héros qui s'appelle Umeo, mais qui est appelé Ume par tout le monde dans le manga, qui est le diminutif, qui a une situation familiale plus que compliquée. Donc, il vit seul avec sa sœur dans une grande maison. C'est sa sœur qui s'occupe de lui et qui a un tempérament ultra bagarreur. C'est-à-dire que voilà, dès les premières pages du manga, on vous explique qu'il se fight quasiment tous les jours avec les gens. Vous allez évidemment comprendre pourquoi dans le titre il n'est pas juste né avec le jet de la bagarre. Et qui va découvrir en fait dans son lycée de l'aïkido. En fait, il va rentrer au pif par le bruit dans le gymnase et il va voir des gens pratiquer de l'aïkido et il se demande au début pourquoi, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'ils font, parce qu'il est impressionné en fait par les prises en se disant waouh, c'est incroyable, et lui en sachant qu'il est plutôt bagarreur, évidemment il va se dire que c'est pas bête et que ça serait sympa d'apprendre l'aïkido. Et il va pas commencer tout de suite. Vous allez voir là tout le tome 1 où il est en hésitation parce qu'évidemment toute sa situation familiale fait qu'il lui arrive pas mal de bricoles et qu'il se met aussi des fois lui-même dans pas mal d'embrouilles. Et en fait, sa découverte de l'aïkido, ça va aussi être accompagné par la découverte de tout l'esprit des arts martiaux, notamment par son prof. Ce qui est intéressant, c'est que son prof en fait est étranger et pas japonais. Et donc, lui a choisi l'aïkido parce que les arts martiaux, ça a une valeur. C'est voilà, donc quand on vous dit à chaque fois que quelqu'un qui fait un art martial, t'es pas là pour bastonner quelqu'un, t'es pas là pour être le plus fort. Non, c'est vraiment avant tout pour toi, pour te canaliser, pour être bien, pour apprendre sur toi-même. Et là, en fait, c'est ce qu'il va essayer de faire sur les 6 premiers tomes, parce que évidemment, au début, c'est un dragon, on va dire, c'est-à-dire qu'il saute un peu sur tout ce qui bouge, il se bat avec le premier qui le regarde mal, il accepte pas la critique. Et via les arts martiaux, non seulement, mais il va devenir plus fort, mais il va surtout apprendre lui à se canaliser. Et on va peut-être en dire un peu plus aussi sur sa situation familiale, parce que c'est vraiment, en fait, je pense, le pilier, le thème central du manga. Tout autour du fait qu'il est quand même dans une famille difficile. Donc je vous l'ai dit, il vit avec sa sœur, mais il vit avec sa sœur parce qu'en fait, il s'avère que son père a quitté très tôt la maison, que son frère est devenu très 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 violent et que ça a terminé par un père qui battait sa mère. Quand le père est parti, c'est le frère qui a pris le relais. Et au final, c'est le frère qui s'est fait poignarder par la mère. Donc la mère a terminé en prison, le frère est parti, et c'est pour ça qu'au final, il ne reste plus que lui, qui est le dernier de la fratrie, et sa grande sœur. Et donc, évidemment, c'est pas la situation la plus idéale, en sachant qu'ils vivent avec personne d'autre de leur famille. Il y a 2-3 tantes qui passent de temps en temps pour s'assurer que tout va bien, mais dans l'idée qu'ils veulent pas du tout les recueillir. Je vous laisse imaginer ce que ça donne à l'école, puisque la plupart des gens vont être au courant de sa situation et vont donc s'en servir pour se moquer de lui et pour le culpabiliser. Raison pour laquelle, d'ailleurs, notamment, il va à chaque fois se bastonner. Donc, typiquement, voilà, je vois Fab qui dit c'est un adolescent quoi. Mais oui, voilà,
c'est très gai comme histoire de famille. Voilà, c'est pas juste un adolescent bagarreur, c'est un adolescent bagarreur, mais qui évidemment derrière a toutes des raisons. Et c'est ce que vous allez suivre. Et en fait, vous allez suivre un peu, pas vraiment son passage à l'âge adulte, mais le fait de vraiment prêter attention à tout ça, commencer à être violent, pas réussir à se sortir de cette situation, pas réussir à comprendre ce qu'il faut faire, parce que évidemment dans tout ça à la base, lui tout ce qu'il veut faire c'est réussir à protéger sa sœur de tout ce qui pourrait arriver dans le futur, mais en fait il s'y prend très très mal, et l'initiation à l'aïkido en fait c'est presque limite une initiation à sa vie, à comment il va pouvoir passer toutes ces épreuves qu'il a vécues jusque là. Et ça, pour le coup, du coup, ça rentre en fait dans la case des titres dont on parlait au début, qui sont. Alors, pareil, t'aimes toujours pas la domination, mais plus que le sport, en gros, où là, évidemment, l'aïkido est central parce que c'est la voie qui va permettre d'eux, mais au final, c'est pas sur l'aïkido qu'on va se concentrer, parce que l'aïkido, déjà, par essence, il n'y a pas de match, c'est expliqué dans le manga. C'est un art martial de défense, donc on n'est pas là pour faire des matchs, en fait, on apprend juste des prises et c'est juste de l'entraînement. Et en fait, c'est ce qui va permettre du coup à Oumé de sortir un peu de tout le trou noir, on va dire, dans lequel il est dans sa vie. Je sais pas, Bruno, c'est toi, voilà, t'as d'autres trucs à dire sur Evil Heart de ton côté Je suis ému par ton témoignage. Non, mais je suis d'accord. En fait, ce qui est intéressant avec Evil Heart, c'est que le personnage ne fait pas déjà. C'est un petit peu contrairement à tout ce qu'on a pu. Il y a une quête par rapport à sa sœur. Donc, c'est un enfant qui vit dans une famille où il y a des violences, de très fortes violences. Donc, il y a une quête qui est faite à travers est-ce que moi aussi, si je m'oriente vers le combat, est-ce que je vais devenir le cauchemar que je suis en train de vivre d'une certaine manière? Il y a cette interrogation de la part du personnage, donc c'est intéressant. Et très, très vite, on lui dit, mais l'aïkido, c'est un sport où on se bat. Et du coup, c'est un joli contre-pied. Voilà, c'est comment est-ce qu'on se sert de l'adversaire, comment est-ce qu'on retourne l'agressivité de l'adversaire contre lui. Donc voilà, tout ça, tu l'as très bien dit, Mathieu. Je vais pas le répéter, mais c'est cette quête pour l'autre qui moi m'intéresse beaucoup. Et puis en termes de dessin, c'est vraiment super, super. Il y a de l'émotion, il y a de la rondeur, tout ce qui est technique prise, c'est super bien foutu. Moi, je le considère, et c'est pas d'aujourd'hui, hein, on a fait souvent des best-of meilleurs mangas de sport, etc. Je l'ai toujours mis dans mes sélections parce que en 6 ou 7 tomes, non, 6 tomes, ouais, c'est ça. Voilà, tout est bouclé. On a vraiment un message, on a une quête, c'est touchant, c'est dur, c'est violent, ça raconte quelque chose et c'est bien fait. Et je pense que c'est des signes d'un très bon titre. Vraiment, je pense pas en avoir vu énormément avec un contexte familial si difficile, si dramatique. J'ai pas lu énormément de mangas comme ça. Et littéralement, je veux pas faire de grandes comparaisons ou aller dans des comparaisons faciles, mais c'est presque c'est ce que pourrait prendre Asano comme début d'histoire et en développer autre chose, très clairement. Ouais. Alors que là, on te dit que le sport, c'est une façon de résoudre d'une certaine manière les problèmes que tu vois à la maison et surtout de ne pas les répéter. Parce que souvent, les personnes qui sont auteurs de violences conjugales, etc., ce sont des personnes qui ont grandi avec des violences conjugales. Dans cet environnement. C'est une façon de, tu vois, c'est une façon de prévenir aussi l'avenir. Donc, oui, on est dans un titre sain, on est dans un titre intelligent même, j'ai envie de dire. Ouais. Parce que pour répondre du coup aux questions dans le chat, oui, la dimension psychologique, évidemment. Pas tendance par contre Pascal le grand frère, parce que pour le coup c'est pas le prof d'aïkido qui va arriver et qui va lui dire non mais en fait tu sais pas ce que tu fais, il faut que tu fasses ça et ça ira mieux dans ta vie. Parce que même lui en fait va évoluer parce qu'en fait il connaît pas du tout la situation du héros au début. Il va juste voir que c'est un gamin plutôt bagarreur, assez turbulent. Il va se battre avec tout ce qui bouge et qui va au début l'approcher. À la base le héros approche le prof seulement pour devenir plus fort en fait. Il n'est pas du tout justement dans cette remise en question de la violence, de qu'est-ce qu'il faut en faire quoi. Non, lui son premier but c'est j'ai envie de devenir plus fort, comme ça au moins la prochaine fois que je les croise les gens dans la rue, ils pourront rien faire, je vais les éclater. Sauf que voilà, il va via l'aïkido, et d'ailleurs c'est là où c'est malin, je pense que c'est voulu, mais d'avoir choisi l'aïkido, où de fait la première chose que son prof va lui dire après, c'est en fait oui tu vas devenir fort, mais tu vas devenir fort
à aucun moment l'aïkido tu attaques. Tu vas devenir fort, mais sans attaquer en fait, sans te battre. C'est quand les autres vont venir vers toi que par contre là tu vas les mettre au sol parce que tu vas prendre une prise, parce que tu vas faire quelque chose. Et très rapidement, voilà, sans trop vous spoiler, mais très rapidement l'enjeu en fait du manga et la raison pour laquelle le héros est tant en quête de force ultra rapidement, c'est que le grand frère violent va revenir dans la maison pour menacer la famille et essayer de soutirer un peu d'argent. Et donc lui, il va se mettre dans l'idée de devoir défendre sa sœur en voulant forcément se battre et battre son grand frère, alors que en fait, même là aussi c'est intelligemment amené, parce qu'en fait le prof lui dit préviens-moi, n'essaye pas de régler le souci tout seul, et c'est tout bête, mais c'est tout un aspect où vraiment il va l'accompagner dans cette épreuve et dans cette évolution de lui-même qui est rondement menée et qui franchement se laisse lire. C'est vraiment très bien lire, et en 6 tomes en plus, en 6 tomes vous avez l'intégralité de l'histoire, c'est réglé. Donc Evil Earth. C'est ça le sport, parce que si ce garçon grandit sans père, du coup c'est vrai qu'on a en tout cas il y a beaucoup de témoignages dans le vrai sport. Et même, je reprends quelque chose comme Ashita Nojo, où l'entraîneur devient un petit peu le père de substitution d'une certaine manière. Et c'est pas juste en lui donnant des règles ou en lui fixant un cadre, c'est aussi d'être capable d'être là, tout simplement, et de dire, mais non, mais ça, c'est pas à toi de le faire, c'est à moi. Et ouais, c'est un moment assez touchant. Ouais. Evil Earth, du coup, Bikana, donc évidemment toujours disponible, c'est en 6 tomes. Là, vous avez toute l'histoire en 6 tomes, donc foncez. Vraiment, c'est top. Et on va enchaîner avec la... Attends, moi aussi, je vais forcer le Wonder Voice. On va finir avec la dernière série de la soirée. Prince du tennis. Alors là, pour le coup, on va sortir un peu du registre drame, tout ça, pour passer dans le registre du génie du sport. Donc, Prince du tennis. Alors, c'est de la Shueisha, c'est du Shonen Jump. Alors, évidemment, vous l'aurez compris au niveau du nom, on va parler de tennis. Tu aurais pu refaire la blague là, non, mais je vois que t'es pas dans la répétition. Non, je me suis retenu. Donc, Prince du tennis, c'est fini en 42 tomes, donc chez nous. Donc, évidemment, c'est dans la collection Shonen Jump. Là, pour le coup, on va suivre Etizen Ryoma. Donc, il y a un jeune collégien de 5e qui est un génie du tennis parce que son père était un professionnel japonais qui malheureusement n'a pas duré dans le monde professionnel parce qu'il s'est blessé. Mais voilà, on vous explique quand même tout le long du manga que s'il ne s'était pas blessé, ça aurait été un monstre, façon Nishikori actuellement. Et donc, il a formé son fils depuis tout petit, alors pas du tout sous la contrainte. C'est juste qu'il a toujours mis une raquette de tennis dans les mains de son fils. Et son fils n'est pas particulièrement fan de tennis d'ailleurs. Son seul but, en fait, c'est de battre son père. Sauf qu'évidemment, plus il va s'entraîner pour battre son père, plus il va devenir monstrueux. Et oui, voilà, on va en parler. Mais pour ceux qui ont vu la vidéo du jour du grenier sur Prince du tennis, évidemment, c'est une part du manga qui est franchement assez rigolo. Parce qu'évidemment, il y a des techniques où des fois vous rigolez, quoi. Vous vous dites, waouh, il est fort quand même. Mais c'est toujours pareil, en fait. C'est tellement bien amené qu'en fait, quand ils le font. Ouais, c'est ça, ouais. Je fais. Avec 3 mois et je te fais les mêmes coups, quoi. Mais c'est tellement bien amené, en fait, dans le match qu'au final, ça vous choque pas, en fait. Vous lisez ça et vous vous dites, bon, ok, il a développé une nouvelle technique, c'est super. Mais donc voilà, pour terminer le pitch, Etizen Ryoma va arriver donc dans le collège d'ailleurs, de Seigaku, va intégrer le club de tennis. Il s'avère que c'est un club très très fort et plutôt reconnu dans le département, donc il va directement intégrer un club de crack et il va devoir se faire une place dans une équipe de crack. Chose pour lesquelles il va évidemment y arriver assez rapidement parce que c'est lui-même, c'est le Mbappé du tennis, quoi. En plus fort que Mbappé. Et donc vous allez suivre évidemment toute l'évolution, donc son passage en titulaire dans l'équipe, tous les tournois derrière, avec son objectif principal qui est de battre son père, mais surtout, quand il va arriver dans le club, il va se faire battre par le capitaine du club qui est pareil, un monstre du tennis. Et c'est cette défaite-là, en fait, qui va lui réveiller la passion du tennis et qui va lui donner aussi un autre objectif que simplement rentrer chez lui et essayer de battre son père. C'est-à-dire que c'est là où il va commencer à s'entraîner, plus juste pour foutre la misère à son père, mais pour vraiment apprendre les moves et être le meilleur tennisman possible. Parce que ça y est, il est rentré dans un monde où en fait il a découvert que non, c'est pas du tout le meilleur tennisman de la région et ni même de son école,
qu'il y a déjà un mec qui est plus fort que lui dans son collège et que maintenant, tout ce qu'il veut, en fait, c'est qu'il a plus envie de perdre et il a juste envie d'éclater tout le monde. Donc, évidemment, l'aspect numéro 1, c'est les techniques. Hein. C'est là, autant on vous a parlé au début sur Slam Dunk, Reel, Angel Voice de réalisme. Je suis pas un monstre du tennis, mais je suppose que Prince du tennis, c'est pas forcément le plus réaliste dans les tournois de collégiens et de lycéens au niveau des techniques. Là, pour le coup, si on devait le rapprocher, enfin moi, je le rapprocherais vraiment plus sur un Kuroko no basket, quoi. Vous allez vraiment avoir des personnages avec tous une technique particulière et une technique assez fantastique où vous vous dites mais qu'est-ce qu'il fait encore dans ce collège au Japon, pourquoi il n'est pas à Roland Garros, quoi. Mais ça s'insère très bien. Moi, alors pareil, c'est mon avis perso, mais j'aime beaucoup quand les héros sont plutôt abusés, sont assez forts. Je trouve que ça pète la classe. Bon, là, il s'avère qu'évidemment, il pète la classe parce qu'en fait, il est très fort. Comme il est très fort, il a le caractère qui va avec. Il est plutôt insolent, pas méchant, mais insolent. Donc, il n'hésite pas à dire qu'il va éclater la tête de tout le monde. Il fait le match, il leur éclate effectivement la tête. Donc, toi, t'es là, tu fais yes, you're the boss, quoi. Ah ouais. Et donc, c'est vraiment un autre registre pour le coup, mais qui se lit tout aussi bien, pour lequel moi je l'ai lu, c'est vraiment du très très bon divertissement et je lis les tomes à chaque fois parce que classique manga de sport, mais vous lisez, vous terminez, vous êtes au milieu d'un match, vous êtes dedans, c'est vraiment vous rentrez dedans ultra facilement parce qu'au niveau du divertissement c'est trop cool. Après c'est un peu comme ce qu'on disait nous au début, Bruno et moi, c'est vrai qu'on est un petit peu moins client sur celui-ci parce que de fait on préfère quand c'est plutôt réaliste. Donc là vous n'avez pas cet aspect réaliste, mais par contre on est toujours dans la case de Takeshi Konomi, l'auteur, qui est un grand fan de tennis. Donc à chaque fois que vous allez avoir le mot de l'auteur, c'est soit lui qui est très stylisé comme ça et qui regarde l'océan façon philosophe, soit il a une raquette dans les mains et en fait il va se faire des parties de tennis avec les doubleurs de l'animé de japonais à l'époque. C'est assez rigolo, mais j'ai l'impression qu'il a fait beaucoup de parties de tennis avec eux. Donc là, n'hésitez pas. Si vous kiffez le tennis en plus, je suppose qu'il y a plein de choses que vous allez retrouver sur les revers slicés, les coups, tout ça. Ça cite pas mal de grands joueurs, ça cite énormément de techniques aussi. Mais donc Prince of Tennis, c'est assez connu, notamment aussi grâce à l'animé, parce que l'exagération, tout ça, voilà, tout le monde connaît. Mais même de nom, moi j'ai toujours connu Prince du Tennis. J'avais jamais vraiment lu avant d'arriver chez Kana. Parce que là, pareil, hein, on est dans le manga de sport qui malgré le fait qu'il soit ultra connu, n'a pas plus marché que ça en France, que maintenant, malheureusement. Ils sont gratuits pour toi, c'est ça? C'est quoi, pardon? Que maintenant, ils sont gratuits pour toi, que tu les as lus. On t'a démasqué, c'est bon. Écoute, il s'avère que c'est un des avantages de travailler chez Kana. Mais donc, oui, Prince du tennis, n'hésitez pas franchement à le découvrir. Évidemment, pour être tout à fait honnête, moi, dans toute la liste qu'on a faite, c'est pas le premier que je vous conseillerais, surtout si vous êtes plutôt du même avis que Bruno et moi en matière de réalisme, tout ça. Hein. Moi, je vous dirais plutôt d'aller côté Slam Dunk ou côté Angel Voice, côté Livius pour faire plaisir à Bruno aussi, si vous recherchez une autre expérience au niveau du dessin. Mais néanmoins, ça reste un manga de sport où là, pour le coup, je pense qu'on s'adresse plus évidemment à la cible principale du shonen. Où quand vous êtes collégien, lycéen, vous pouvez aller, enfin, Prince du tennis, vous allez lire ça en une semaine, vous bouffez les 42 tomes parce qu'en fait, c'est comme un feuilleton, vous suivez les matchs, vous suivez l'évolution des tisanes, c'est topissime. Et là, pour le coup, on est clairement sur du pur tennis. La plupart, 90% du manga, c'est le tennis, quoi. Vous allez suivre les matchs du tennis, les matchs du club, les tisanes qui s'entraînent au tennis. Vous n'êtes pas autant dans cet aspect psychologie des personnages, histoire, potentiellement histoire dramatique que vous pouvez avoir dans d'autres titres qu'on vous a cités là ce soir. Mais voilà, je vous conseille quand même malgré tout, si vous êtes fan de manga de sport et si vous êtes fan de manga de sport façon Shonen Jump, où justement c'est un manga du Shonen Jump avec les codes du Shonen Jump et il s'avère aussi que c'est un manga de tennis. Voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés, ça se mange, ça se déguste comme Kuroko no Basket, ça se déguste comme IQ, voilà, comme toute cette veine-là sur chacun son sport. Donc Prince du tennis en 42 tomes. Je sais pas si toi, Bruno, t'as d'autres choses à dire sur le manga. Ouais. Déjà, c'est important. Bon, tu as tout dit hein, sur la présentation du titre, mais c'est une licence qui vit toujours. Et ça, c'est jamais anodin. Il y a encore une nouvelle saison qui a été annoncée cette semaine. Donc, on parle d'un manga qui était avant les années 2000, si je ne me trompe pas, et qui vit toujours aujourd'hui en 2021. Donc, c'est déjà le signe d'une licence très porteuse au Japon qui compte,
je crois, énormément de fans féminins aussi. 98 98 bon, ben, voilà. Donc là, en plus, on est dans le cœur d'une certaine période. Pour le Neketsu, ça commence un petit peu à changer. Mais lui reste bien dans ses codes Neketsu Jump. Et voilà, donc c'est quelque chose qui compte et qui est important dans le paysage du manga de sport au Japon. Voilà, avec cette exagération, avec ce délire. Je crois que tu as tout dit, là-dessus. Mais en tout cas, si pour vous voulez tester les titres les plus importants du marché, il faut essayer Prince of Tennis. Je ne vais pas vous mentir, c'est pas forcément l'œuvre dans notre sélection, en tout cas dans la sélection qui a été faite, que je porte le plus dans mon cœur. C'est quelque chose qui compte au Japon. Voilà. Donc si on veut comprendre aussi comment ça se fait qu'au Japon, on est capable d'être emballé par un titre de tennis alors qu'il en existe quand même beaucoup et qu'en 2021, il y a encore des animés qui sont montés, il faut s'intéresser aussi. C'est aussi ça, une culture manga, c'est d'essayer d'aller sur parfois des titres ou des genres qui nous attirent un petit peu moins. Et je réponds à Aran, du coup, oui, le manga est toujours au catalogue et a priori, c'est pas prévu qu'on arrête la commercialisation, donc il n'y a aucun problème pour Prince du Tennis. Et pour rebondir sur ce que dit Bruno, j'ai la liste sous les yeux et je me demande en fait, après Slam Dunk, si c'est pas celui qui a eu le plus de succès en fait au Japon, à voir avec Yawara aussi, qui a été un énorme succès. Mais oui, c'est parce qu'en fait, comme l'a dit Bruno, voilà, c'est vraiment la veine Neketsu, Shonen Jump. Vous êtes vraiment dans le shonen classique du jump, dans le shonen classique de sport en fait du jump, où pour le coup, ça marche, c'est prenant, et il faut vraiment pas s'arrêter à j'ai reperdu la lumière. Faut pas s'arrêter en fait à l'image que vous avez ou qu'on peut avoir, notamment grâce aux joueurs du grenier sur la météorite qui tombe et qui explose tout, les super coups, tout ça, parce qu'évidemment c'est une part du manga, mais c'est une part du manga qui est aussi quand même enrobée de tennis plutôt normal. Voilà, on vous explique quand même ce que c'est le tennis, on vous explique les coups. Après, voilà, quand vous allez avoir les grands affrontements, vous allez forcément avoir des grosses techniques, tout ça. Mais ça ne repose pas que sur ça, en fait, au niveau du Prince du Tennis, parce que sinon, évidemment, ça n'aurait pas eu le succès, je pense, que ça a eu. Et donc, là, moi, je le conseillerais vraiment à des fans de manga de sport, en fait. Si vous êtes fan de manga de sport, vous pouvez aller sur Prince du Tennis, vous connaissez les codes, il n'y a aucun problème. Si, pour le coup, vous n'êtes pas forcément fan de manga de sport, vous préférez un bon manga, voilà, tout court, mais qui n'est pas forcément fan de sport, là, voilà, effectivement, allez plus vers du Slam Dunk, Yawar Angel Voice, voilà, les titres qu'on vous a cités précédemment. Mais malgré tout, c'était quand même important de vous le présenter parce que déjà, mine de rien, comme l'a dit Bruno, effectivement, c'est une série qui pèse. Alors, qui pèse au Japon, qui pèse un peu moins en France, mais qui est malgré tout quand même assez connue. Et qui mérite quand même son coup d'œil si vous êtes intéressé par le manga sport et par le tennis, quoi. Alors, je regarde juste rapidement si on a des questions. Coup, juste sur la question que tu as posée, je me réfère à un article de mon collègue Mathieu Pinon. C'est plus de 40 millions d'exemplaires vendus. Donc, Slam Dunk, on était à 100. Ouais. Plus ça, quand même, c'est quand même pas rien en comparaison avec Slam Dunk. Ah, mais c'est vraiment. C'est quand même une institution, hein, mine de rien. Parce que là, pour le coup, moi, dans la liste, je prends l'exemple de avant mon arrivée chez Kana. À part Slam Dunk et Reel, je pense que c'est le seul que je connaissais. Alors que j'étais pas du tout lecteur, j'avais jamais vu l'animé non plus, mais c'est quelque chose que tu connais de nom parce que tu as forcément déjà vu à un moment donné un extrait ou autre, alors peu importe l'extrait, mais tu as forcément déjà vu un moment du Prince du Tennis si tu t'intéresses au manga en fait. Et c'est très bête, mais c'est le seul titre, je crois, qu'on a cité avec la pratique dans le titre. Donc ça, oui, alors sauf Skater si tu veux. Effectivement, ouais. Skater. Ouais. Mais oui, c'est vrai. Ouais. Après, voilà, ouais, t'as Slam Dunk. Bon, c'est vrai que tu devines quand même assez facilement. Bon, mais ouais. Écoutez, je regarde rapidement si on a des questions, mais je vois que Nathan est en train de vous répondre à tous. Donc je pense qu'on va pouvoir conclure gentiment, surtout que moi on vient de m'éteindre les lumières une deuxième fois, donc je pense qu'on est en train de me dire qu'il faut que je parte. Et du coup, tous les titres qu'on vous a présentés sont toujours disponibles chez nous, évidemment, donc vous pouvez tous les découvrir, vous pouvez tous les commander chez votre libraire sans problème. Voilà, on voit plus Bruno parce qu'il est à fond sur les views, n'hésitez pas à acheter des views pour faire plaisir à Bruno, taguez-le sur les réseaux sociaux.
N'oubliez pas qu'il y aura 3 gagnants parmi vous tous pour gagner un tome 1 parmi tous les titres qu'on vous a présentés aujourd'hui. Donc, je ne veux pas vous influencer, mais voilà. Il s'avère qu'il y avait un coup de cœur aujourd'hui. C'est celui-ci. Et explication de ton métier, s'il te plaît. Ah, rapidement, oui. Alors, très rapidement, chef de produit, en fait, je travaille dans le marketing. Donc, en gros, c'est moi qui m'occupe de faire toute la promo des titres pas sur le web, mais sur PLV, goodies, tout ça. Quand vous allez en librairie, vous voyez des PLV en magasin, des stop pills, des goodies sur les achats des tomes. C'est moi et Juliette qui travaillent avec moi, mais voilà, qui évidemment n'est pas là sur le live. Et c'est nous aussi qui nous occupons des affichages publics, voilà, que vous allez pouvoir sur Undead ou sur Goldorak, les choses comme ça. Donc c'est toute la promo, plus après faire les ventes aussi, on s'occupe de regarder les ventes, les chiffres, tout ça. Ouais. Si vous vous baladez, vous voyez vraiment des immenses affiches, les views, bah, tout ça, c'est. Voilà, ouais, ça sera grâce à moi, sous la menace de Bruno de la Cruz. Je vais donner son adresse. Le menu au McDo, les views, c'est lui. Il y a eu quoi? Il y a eu la publicité pour la Ligue 1, les views qui me donnent le coup d'envoi, c'est lui. Enfin, tout. Le Levis Burger, tu n'es pas pris, Bruno, tu vois. J'espère que tu fait cuit à la vapeur. Voilà. Bon, en tout cas, alors merci beaucoup, Bruno, d'avoir été là et d'avoir répondu présent. C'était trop cool. Parce que tu as apporté plein de choses sur le live. C'était vraiment, vraiment, vraiment cool. Je te fais un gros merci. Surtout qu'on a terminé un peu plus tard que prévu, donc j'espère que ça t'a pas embêté, toi, de ton côté. Et je vais vous dire merci à tous. Pardon ? Merci beaucoup. Non, au contraire. Toujours un plaisir. C'est mon métier, donc on est content de le faire. C'est beau, quelle dévotion. Et en plus, quand je sais que tu supportes l'Olympique de Marseille, je t'aime encore plus. Mais merci à tous et passez une très très bonne soirée. Merci d'avoir été là. La rediff sera disponible incessamment sous peu sur YouTube si vous avez loupé le live ou si vous voulez le revoir pour écouter la belle voix de Bruno. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, un bon jour férié pour demain et rendez-vous pour un prochain live avec mes collègues évidemment, mais je vous attends aussi quand je ferai un nouveau live. Et oui, ça manque de LLOM, mais bon, on n'a pas voulu forcer. J'ai des chefs qui sont supporters du PSG, je peux pas forcer, quoi. Merci à tous et merci encore, passez une bonne soirée. Je sais pas si Nathan.